Après, après ça, après, et voilà. Bah ouais, après ça, je sais pas. On a fait un cours à part ça. Et sinon, je peux t'envoyer l'enregistrement aussi de la Chavruta qu'on avait avec Nathan Ouziez sur YouTube Media, c'était pas mal aussi, si tu veux. Je peux t'envoyer ça. Le cours de Harvey Psachim? Non, sur YouTube Media, on a fait un cours. Je t'ai envoyé aussi le link pour les cours d'Arrêt Sahim, si tu veux. Ça, Ouais, je t'ai mais vous envoyez pas. C'est le même. Attendez, je me mets dessus une seconde. Ouais. C'est le même. Si C'est tu le veux, même cours c'est le même lien toutes les semaines? ouais. Là, ce que je t'ai envoyé, moi, c'est pas le lien du cours, c'est le lien pour rejoindre au groupe parce que j'arrivais pas à te mettre dans le groupe. Je sais pas pourquoi. Je pouvais que t'envoyer une invitation pour aller dans le groupe. Mais tu vois, il faut que tu répondes à l'invitation. Moi, je ne pouvais pas te mettre dans le groupe. Je ne sais pas pourquoi. Tu m'entends? Vous m'entendez? Moi, je t'entends. Attendez, moi je ne vous entends pas. Moi, je t'ai envoyé une invitation pour aller dans le groupe, mais je ne pouvais pas te mettre dans le groupe parce que je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire, tu vois, normalement, c'est un groupe WhatsApp. Dans le groupe WhatsApp, il y a tous les liens pour les vidéos. Dans le groupe WhatsApp, il y a tous les liens des vidéos. Ouais. Tu m'entends ou pas? Tu m'entends pas? Tu m'entends pas? Marche pas. Ok, d'accord. Attends 2 secondes. C'est moi qui marche pas. Attends 2 secondes. Il n'y a pas d'autres parce que tu m'entends là. Attends, vas-y, remets-le. Attends 2 secondes. Tu m'entends? Toujours pas. Moi, j'entends. Dans le téléphone. Attends 2 secondes. Moi, je t'entends en tous les cas. Moi, je t'entends. De mon côté, moi, je C'est t'entends. pas pour le téléphone. Allez. Vous pouvez aller dans la cuisine, les enfants? Ouais, je suis désolé. Désolé, moi, désolé. Ouais, c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, je t'ai envoyé une invitation sur le groupe WhatsApp, tu vas pouvoir faire Psachim. Parce que je ne pouvais pas te rentrer dans le groupe. Je ne sais pas pourquoi, je ne pouvais pas te rentrer dans le groupe. Donc, il faut que toi, tu répondes à l'invitation. Je pense que quand tu rentres dans le groupe WhatsApp, tu vas avoir. Tu vas avoir. Voilà, tu vas. Je suis rentré dans le groupe. Tu es rentré dans le groupe WhatsApp? Je peux regarder. Je suis rentré dans le groupe. Là, je vais te dire, c'était 2 secondes. Ah ouais, tu as joined. Ouais. Ouais, il y a marqué que tu as joined dans le groupe. Comment il s'appelle le groupe? Ouais, t'es rentré dedans. Ça s'appelle Harvey Psachim semestre 2. Et quand je tape. Ouais, t'es rentré dedans. Il y a marqué sûrement, il y a marqué David joins using the group's invite link. Donc il y a marqué que t'es rentré dedans. Depuis. Je vois plus le groupe. Il n'y a pas de. Non, le groupe, il n'a pas d'icône. Je sais pas, c'est simplement. Ah, il est en français? Ouais, peut-être, non. je ne sais pas. Comment il est le titre du groupe? Ça s'appelle Harvey Psachim. Ah, ouais, c'est en français, c'est en anglais. C'est écrit A-R-V-E-I. A-R-V-E-I. Ensuite, Psachim, P-E-S-A-H-I-M. Semestre 2. Okay. Tu vois. Et je sais pas, normalement, à chaque fois, si tu scrolls, je pense, si tu peux scroll up, tu peux avoir accès aux vidéos d'avant. Tu vois, si tu vois Google, il y a marqué, je vois pas l'historique. Je vois que ce qui a été écrit après que je sois rentré. Donc, ok, d'accord. Bon, pour l'instant, il n'y a rien. Alors, parce que le premier cours, ça va être aujourd'hui. Après toi, quand tu vas à 3h15 heure américaine, ça veut dire voilà quoi, dans 2 heures quoi, à peu près, on va faire un cours normalement. Mais donc, je ne sais pas comment t'envoyer, je ne sais pas si je peux te forward, je ne sais pas comment je pourrais en fait. Non. Si j'essaie, parce que même quand j'essaie de te forwarder les trucs, attends une seconde, même si tu attends une seconde, j'essaie de voir. Je ne sais pas comment ça se fait, parce que peut-être je n'étais pas dans les contacts, je ne sais pas comment ça se fait, mais tu vois, c'est comme tu vois que j'ai pas pu te rentrer dans le groupe et tout ça, même quand j'essaie de te forwarder des trucs. Ah voilà, tiens, voilà, ici. Je peux te forwarder, ça c'est le vidéo. Attends, je pense là, je t'ai forwardé le cours de la semaine dernière, je pense. Ok. Tu vois, et si tu veux avoir, voilà, maintenant à partir du moment, normalement, tu vas avoir accès à tous les cours, quoi. Ok, super. Voilà, mais voilà.
Si tu veux attendre, bon, bref, je sais pas, tu vois, ouais. Tu vois, tu vas voir, c'est un cours d'augment, hein, c'est tout, c'est sympa. Ok, Non, c'est simple, hein, normalement. C'est pas, tu vois, tu vois, c'est pas très compliqué. Si tu veux plus advanced, il y a des cours plus compliqués. Parce que je faisais un cours sur Kiddushin, ça, c'est un peu plus technique. Mais ça va, ça, tu vois, c'est pas mal, normalement. ok, super, Ouais. super. Voilà, en tout cas, mais normalement, maintenant, tu es dans le groupe, donc tu devais avoir tous les cours. À 3h15, ça veut dire, tu vas après toi, donc je finis d'étudier avec toi. Plus ou moins, je vais peut-être me laisser une demi-heure ou je sais pas, trois quarts d'heure de break. Et après ça, il y a un autre cours après, tu vois, sur la grande Sahel. Ouais. Voilà. Entendu. Ok, voilà. Alors, on y va. Alors, tu vois, tu veux qu'on prend depuis le début, Netzach Israël, depuis le Père Aleph. Oui. Allez, on est en attaque. Tu veux lire toi comme tu veux. Tu veux lire toi ou je lis moi comme tu veux. Alors, je reprends. Ok, vas-y. כאשר הדבר הטוב נודע מאפרו יעידה אמיתית. Quand une chose, et c'est marrant qu'ils disent une chose bonne. Ouais. Ouais, ça pourrait même être la même chose sur le mal, t'as raison. Ok. Ouais, Peut-être que sur le mal, ça serait pas la même chose, je sais pas. je sais Ouais, pas, c'est une bonne question. ouais, c'est une bonne question, t'as raison, j'avais pas remarqué ça, t'as raison. Non, peut-être que, ouais, peut-être que le mal, c'est pas le contraire du bien, mais ça serait, c'est pas, tu vois, comment on dit Yotzer Or, ouais, franchement, c'est difficile, hein. Je sais pas, j'ai pas envie de me pesantir dans cette question parce que ça serait déjà, a priori, c'est plus un calvachomer, quoi, ça, parce a priori, le mal, ça serait là où le bien il n'est pas présent, tu vois, Est absent. mais peut-être, ouais, mais peut-être que, ouais. Peut-être en fait, c'est peut-être que quelque chose de mal, tu pourrais pas le connaître par le bien, parce qu'en fait, le bien, il y a des degrés, on va dire, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, ça voudrait dire, en fait, il y a plein de bien et par rapport à peu de mal, et ça veut dire, en fait, si tu vas chercher à comprendre la chose mauvaise par rapport au bien, c'est possible, en fait, que le bien, il t'explique pas le mal, parce que c'est difficile, t'as raison. D'avoir un tort et une dame, il faut dire, mais est-ce que dans le mal, ça marcherait? Est-ce que dans le mal, ça marcherait si jamais? Tu vois, parce que lui, il veut dire dans le bien, Parce tu que peux. par rapport à une situation donnée, a priori, il y a une conduite bonne, il peut y avoir X conduites mal. Ouais, c'est ça. T'as raison. C'est ça, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de. C'est compliqué, hein, c'est super compliqué, hein. C'est pas. C'est sûr, c'est compliqué. Pourquoi d'après que d'avoir. Excusez-moi. Oui, c'est pour les travaux. Valeur en jeu, tu l'as trouvé, mon bébé. Ouais, כאשר הדבר הטוב נודע מאפרו ידיעה אמיתית. וכן כל הדברים נקנה ידיעה בהם מן האפר. tu vois, là, il dit chaque chose, tu vois, là, il a enlevé le top, tu vois, ça veut dire oui, oui, donc voilà, tu vois, c'est. Ok. Mais c'est ça, tu vois, donc il a enlevé le top. Ouais. כי מן מראה השחור יכול לדעת מראה הלבן שהוא הפכו. וכן כל ההפכים מן האחד נקנה הידיעה מהאפר שלו, באפר שלו. ומוסכם הוא כי ידיעת ההפכים הוא אחד. ובשביל זה אמרו בערבי פסחים, בהגדה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. ולמה? מתחיל בגנות, רק שמפני שאין לשבח הכרה אמיתית, רק מן ההפך. ולכך אין לפרש עניין הגאולה האחרונה, אם לא שנבאר עניין הגלות והחורבן, שבזה יודע הטוב והתשועה שאנו מקווים. Bon, jusqu'à présent, il n'y a rien de... On va avancer, on va avancer. Comme tu as vu, on avait déjà parlé de ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas évident que tu comprends que la Géoula, ça peut être quelque chose à venir qui n'existe pas encore, tu vois. Ce que tu avais dit, c'est que c'est un truc très vrai, c'est ce qu'il dit, cette vérité, elle est vraie si jamais on considère tout dans un ensemble clos où en fait la somme, elle arrive à zéro, quoi.
et que si par exemple tu vois la Géoula, en fait, ça serait quelque chose qui dépasserait, en fait, tu vois, ça veut dire le temps présent, tu vois, comme un avenir où il y aura on va dire, ce qui va sublimer, on va dire, l'histoire. Alors en fait, tu pourrais pas savoir c'est quoi la Géoula de la Galoute, tu vois. Et, euh, et donc c'est un parti pris que les prend, tu vois, et que ouais, je t'avais dit qu'en fait c'était la Mida de Netzach, tu vois. Que la Mida de Netzach, c'était une histoire de, tu vois, entre d'équilibre entre celui qui reçoit et celui qui donne, etc. Donc, tu vois, donc dans le mot, il y a ça, quoi. C'est un aspect, à mon avis, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un aspect de la Géoula. Ça veut dire que c'est l'aspect de la Géoula qui est lié à la Yetziat Mitzrayim, quoi. C'est la Géoula telle qu'on pourrait l'attendre, telle qu'on peut l'envisager, tu vois, ça veut dire dans l'histoire. Maintenant c'est possible, tu vois, qu'en réalité, la Géoula soit bien au-dessus de ça. Comme on voit dans la Gemara qu'à chaque fois, elle dit des choses pareilles. Elle dit Aïn Orata, Elohim Zulatra, des trucs comme ça, tu vois. Tu vois, ça veut dire la Gemara, quand elle parle de la venue du Mashiach dans Sanhedrin, elle met différents niveaux. Elle dit il y a Yemot HaMashiach et il y a Olam Haba. Et elle dit Lonit Nabu Ela Yemot HaMashiach, mais Olam Haba, In Lorata, Elohim Zulatra. Ça veut dire il y a différents niveaux, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, ça veut dire, comme tu dis, moi je pense qu'il se passe, il se base à un niveau. Tu vois, ça serait un niveau du Mashiach dans l'histoire, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, comme tu as dit, tu vois, c'est comme tu l'as dit toi, ça veut dire que ça se base sur l'idée de faire que tout fait un ensemble vide. Et qu'en fait, tu vois, ça veut dire le contraire, c'est un parti pris de penser que la Géoula, c'est le contraire de la Galoute. Et à part que c'est un parti pris, c'est quelque chose, tu vois, en fait, qui ferait pas un sens dans l'histoire, tu vois, puisqu'à la fin, tu reviens à ce que tu étais avant, tu vois, et à plus ou moins. Et tu vois, c'est peu probable. Mais tu vois, mais comme je t'ai dit, tu vois, tu vois, c'est qu'a priori, c'est un aspect de la Géoula. C'est quand il parle dans l'Etzach Israël, c'est un aspect de la Géoula. C'est-à-dire, il y aurait un aspect historique de la Géoula. Tu vois, si tu veux, je vais chercher la Gemara, je vais essayer de retrouver. Si je retrouve la Gemara, c'est vrai, je te montre, tu vois. 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes. Ah, je t'ai dit que. Ouais, regarde ici, tu vois, si tu veux, il y a plusieurs endroits. Mais là, le premier endroit qui est sorti, tu vois, c'est ça. Si tu veux, je peux faire share screen si tu veux. 2 secondes. Ouais, s'il vous plaît. Ah, non. C'est le premier qui est sorti. Je sais pas si c'est le truc le plus accurate. Tu vois, c'est marqué comme ça. Amar, tu vois, Amar Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Chia, Baraba, Amar Rabbi Yohanan. Kol HaNevi'im Kulan, tu vois, c'est dans Brachot 34. Kol HaNevi'im Kulan, lo nitnabeu el alimot HaMashiach. Aval olam haba, ayin lo ra'ata, Elohim zulatecha. Tu vois, donc ça veut dire que dit, voilà, tous les prophètes, tout ce qu'ils ont vu, c'est les mots HaMashiach, mais ça serait une période. Mais après ça, il y a Olam Haba, mais c'est un autre niveau. Et ça, on dit Aïn Lorata, aucun œil ne peut voir, il n'y a que Dieu qui sait. Et ensuite, tu vois, c'est là où il y a le deuxième avis, tu vois, où Pliga des Shmuel. Et cet avis, donc, qui était Rabbi Kriya Baraba, il discute sur Shmuel, Damar Shmuel, En ben Olam Hazeh les mots HaMashiach, et là, Shiabud Malchuyat Bilvad. Tu vois, et donc, lui, il discute sur Shmuel, que Shmuel lui a dit que la seule différence entre les mots HaMashiach et les temps ça veut dire les temps actuels, tu vois, c'est simplement qu'on ne sera plus asservi par les nations. Chez Nehemar, parce que le verset dit qu'il y aura toujours des pauvres dans la terre. Voilà, tu vois, grosso modo, après la Gemara continue, tu vois, voilà. Ok, tu vois, ça c'est notre histoire où elle parle après sur les Balei Tshuva et sur les Tzadikim Gmurim, qu'a priori ça n'a pas grand-chose à voir, bien que c'est la même terminologie qui est utilisée. Mais en tous les cas, voilà, quoi, c'est ça l'histoire, tu vois, c'est le marloquette, quoi, c'est-à-dire, tu vois, tu vois, mais ça veut dire, voilà, tu vois, ça veut dire, il y a un avis, tu vois, a priori, selon Rabbi Chia Barava, au nom de Rabbi Yochanan, ça veut dire, c'est-à-dire, il y a quelque chose à venir qui est complètement non prévisible par le temps présent et qui serait pas le contraire de la galoute, mais qui serait quelque chose de complètement, tu vois, différent, tu vois, qui aurait une sublimation du temps, tu vois, quelque chose qu'on peut même pas imaginer, tu vois, puisqu'il dit même les prophètes, ils pouvaient pas voir. Aïn, Ora, Ata, Elon, etc. Ça, c'est l'avis de Rabbi Chia.
et il y a Shmuel qui dit, qui est bien connu, qui dit En Baolam Hazeh Limata Mashiach, la Shibud Malchuyot Bilvad, que l'asservissement des nations, qui va nous faire apparaître. A priori, tu vois, ça veut dire a priori, quand il dit, voilà, on peut comprendre une chose de son contraire, etc. A priori, c'est plus dans la vie de Shmuel, tu vois. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, ça veut dire, le monde, l'époque messianique, c'est simplement un monde, c'est le même monde dans lequel on est, sauf qu'il est optimiste, tous les problèmes sont résolus, quoi. En tous les cas, des problèmes, en tous les cas, certains problèmes sont résolus. Mais tu vois, mais c'est le problème de l'exil est résolu. Mais encore une fois, c'est un point de vue, tu vois. Et à mon avis, comme je te disais, que c'était le, tu vois, je peux arrêter, tu vois ça, tu vois, mais ça veut dire, à mon avis, c'était, attends, j'ai la caméra qui s'est arrêtée à part ça, bon, d'accord, je vais enlever la caméra, je la remets. Mais tu vois, mais ça veut dire, tu vois, c'est la marque, tout ça, c'est l'histoire du Netzach, que Netzach, a priori, c'est une histoire, tu vois, de quelque chose qui est éternel, et comme on a vu, tu vois, on peut recevoir que ce qu'on peut donner, que ce qu'on peut transmettre, etc. Et donc, ça serait une idée, tu vois, de quelque chose où il y aurait je sais pas comment expliquer, tu vois, ça veut dire une continuation, c'est quelque chose qui continue, tu vois, c'est quand Moshe il donne la Torah, il y a quelque chose, en fait, qui continue à partir du don de la Torah et qui reste stable, en fait. Et tu vois, et qu'en fait, mais que, tu vois, par exemple, dans la Mida d'Yesod, par exemple, tu vois que peut-être c'est à Israël ou j'en sais rien, mais tu vois, ça veut dire, en fait, on a une idée de dépassement, tu vois, d'avènement qui serait, tu vois, ce qui est, tu vois, qui est, qui serait à venir, tu vois, et qui dépasserait, en fait, le passé, quoi. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est un parti pris. Quand il dit ça, à part que c'est un parti pris, je pense que c'est un aspect de la Géoula, tu vois. Et que voilà, et qu'il ne veut pas parler de l'aspect transcendant, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, c'est comme il a parlé jusqu'à maintenant, il a dit voilà, on va se souvenir de la sortie d'Égypte à l'époque du Mashiach. Et lui, il avait dit en réalité, ouais, la sortie d'Égypte, ça veut dire que toute la base de toute la sortie du Mashiach, toute la venue du Mashiach, c'est qu'un prolongement, si tu veux, de la sortie d'Égypte, quoi. Et tu vois, ça serait quelque chose. Mais c'est un aspect, à mon avis, du Mashiach. Ouais, je te dis, le pire, là où tu as le pire de tout ça, c'est dans un des Eliyahu. Un des Eliyahu lui dit que le Mashiach est déjà venu depuis la construction du deuxième temple. Et lui, il dit qu'en fait, que tu vois, tout ce qui s'est passé entre-temps, si tu veux, c'est un hiatus, quoi. Si tu veux, c'est whatever, tu vois, mais en fait, ça veut dire pour lui, ça veut dire le deuxième temple, c'était ça le Mashiach. Tu vois, Koresh, c'était le Mashiach. Sérieux, si tu veux, ce qui est marqué dans le passage. Et voilà, une fois qu'on a fait ces droits de l'homme, si tu veux, que c'est celui qui a déclaré les droits de l'homme, ou quelque chose comme ça, tu vois, grosso modo, en disant chacun il peut faire sa religion, et on retourne en Israël, construire le temple, etc. À partir de ce moment-là, et qu'il y a eu des mecs comme Ezra et Nehemiah qui ont pris avantage de ça et qui ont, si tu veux, enseigné la Torah et qui ont reconstruit le temple et tout ça, pour lui, c'était ça le Mashiach, quoi. Ça veut dire, après ça, dans le suite, ça veut dire que lui dit qu'en fait, le reste de ce qui se passe, c'est qu'une continuation de ça. Ça veut dire, ah, ok, le Beth Amikdash, il a été détruit par les Romains parce que les Bnei Israël ont fait des avérotes, et parce que si, parce que ça, c'est comme si tu vois, comme si l'humanité elle avait régressé pendant un moment. Ok, tu vois, mais si tu veux, si on reconstruit un troisième temple, ça sera pas, et tu vois, dans ta vidéo, c'est pas une nouvelle période, c'est simplement, tu vois, la reconstruction du deuxième temple. Tu vois, ça veut dire, c'est comme si, tu vois, mais ça sera la même, tu vois, on voit, tu vois, un peu l'histoire, elle semble lui donner raison, quoi, tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, c'était, tu vois, ça veut dire, voilà, que c'est quelque chose qui se passe d'une manière historique, que tu vois, que c'est pas quelque chose, tu vois, qui serait, tu vois, fondamentalement nouveau, quoi. Mais est-ce que la Torah de Ezra, Ouais. le Chumash de Ezra, est-ce qu'il est 100% le Chumash de Moshe? Pas évident, ça veut dire, bon, il a déjà changé l'écriture, déjà. Et alors, ça, tu vois, ça veut dire, puisque tu vois, Moshe, il a écrit, le Torah, elle a été reçue en Ktav Ivri, a priori, selon tous les cas, Aman de Hamar de Ragma. Oui, ça c'est une chose, mais à la rigueur, il y a une correspondance absolue entre Ktav Ivri et Ktav Ashuri. Ouais, peut-être, absolu, je sais pas, tu vois, il a quand même changé, et puis, bon, ok, Non, mais c'est une bijection, quoi, entre les lettres ivrites et Ashuri. ouais, d'accord, c'est sûr que c'est pas fondamental, c'est pas une rupture, tu vois ce que je veux dire. C'est pas une rupture. Et tu vois, la Gemara, elle dit, tu vois, que la Torah, elle a été donnée, tu vois, la Gemara, elle parle d'une sorte de deuxième matin de Torah par Ezra, tu vois, elle dit, Rouya Torah, Shtinaten le Ezra, ou je sais pas quoi, etc. Et voilà, quoi. On voit qu'en fait, si tu veux, c'est sûr que il n'y a pas une rupture, rien du tout, et que c'est la prolongation. C'est sûr que Ezra, il n'a pas changé la Torah de Moshe. Mais voilà, en tous les cas, c'est clair il y a eu quand même, je sais pas comment appeler ça, tu vois, il y a
il y a une refonte, tu vois, c'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer, tu vois, c'est-à-dire que comme la Gemara l'explique, c'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de, tu vois, c'est aussi bizarre que ça soit, tu vois, c'est-à-dire que ça veut dire que l'idée, c'est que Hachem, quand il a dit à Abraham de partir en Israël, tu vois, ça veut dire, en grosso modo, tu vois, le Ktav Ivri, tu vois, ce qu'on appelle le Ktav Ivri, qui était le Ktav de Moshe, etc., qui est a priori le Ktav dans lequel la Torah a été donnée la première fois, en fait, c'est pas Moshe, quoi. Donc, c'était un Ktav qui venait d'Israël, qui venait pas de Ashur, qui venait pas de Babylone. Et c'était pas la langue maternelle, si tu veux, d'Abraham. C'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire que, a priori, tu vois, la langue maternelle d'Abraham, c'est plus ou moins, c'est a priori, c'est quelque chose qui se rapproche, en tous les cas, du Targum, tu vois, du babylonien, tu vois, c'est-à-dire voilà, et tout ça, tu vois, ça veut dire du Ktav Ashuri et tous ces machins-là. Et en fait, le Ktav Ivri, tout ça, c'est comme si Hachem, il avait demandé à Abraham, on ne sait pas exactement pourquoi, c'est très étrange, tu vois, c'est d'abandonner, tu vois, ça veut dire une partie de son héritage babylonien pour recevoir la Névoa en Eretz Israël et tu vois, et de rentrer dans la culture ivri qui était, tu vois, qui était évidemment pas loin. Mais on l'appelle Abraham à Ivry. Ouais, mais c'est bizarre. Mais honnêtement, tu vois, mais a priori, tu vois, ça veut dire que. C'était peut-être déjà lui-même, enfin, pas c'était peut-être, c'était sans doute déjà lui-même un exilé de quelque part. De où, je ne saurais pas dire exactement, mais de quelque part. je Puisqu'on sais parle pas. même de la persécution des Ivrim dans Ur Kasdim, ça s'appelle Kasdim, c'est justement parce qu'on les faisait brûler comme. Ouais, c'est possible, tu vois, c'est pas clair, tu vois, honnêtement, c'est pas clair, tu vois, c'est possible, tu vois, je ne sais pas, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, etc. Est-ce que, tu vois, mais c'est parce que tu comprends, l'idée, c'est que parce que pour te dire, tu vois, un peu pour relier un petit peu avec Yom Kippour et tout ça, mais c'est-à-dire que l'Agmara, elle explique, tu vois, c'est-à-dire pratiquement ouvertement que l'idée de l'exil en Babylonie, si tu veux, l'histoire par exemple, de Yona qui est avalé dans le ventre de la baleine et qui est rejeté en Babylonie, c'était l'idée de dire que les Juifs, il fallait qu'ils re-rentrent dans le ventre de la mer. Tu vois qu'en fait, le poisson, en fait, ça symbolise la mer. Tu vois, puisque c'est comme un accouchement, si tu veux, de Yona tu vois, qui est accouché, en fait, par la baleine. Et que l'idée, c'était qu'en fait, il fallait que Israël re-rentre dans le ventre de sa mère. C'est l'expression qui est utilisée dans la Gemara, dans Psachim, qui dit c'est comme quelqu'un qui a une femme et qu'il n'est pas content de sa femme, il lui dit retourne chez ta mère et qu'elle rentre chez sa mère et que mais plus ou moins qu'ils rentrent dans le ventre de leur mère qu'a priori on a l'impression que la mère vraiment la véritable matrice, en tout cas une des matrices comment dire d'Israël, c'est la Babylonie. Et il fallait qu'ils retournent là-bas pour renaître à nouveau et pour avoir un certain tikkun, tu vois, qui a été fait en fait avec le Ktav Ashuri, avec tout ça, avec toute si tu veux, cette influence, tu vois, assyrienne que en fait Ezra il a introduit. En tout le cas, tu vois, pas simplement ça, tu vois, tout l'Anchik Neset Agdola, tout le texte de la Tfila qu'on a, etc. Si tu veux, tout ça, ça a été fait en Babylone, en Assyrie, par l'Anchik Neset Agdola, qui était complètement, si tu veux, des produits de la culture assyrienne. Tu vois, c'est-à-dire Daniel et tout cela, Hanania, Michel, Azaria, qui faisaient partie de l'Anchik Neset Agdola, ainsi que Mordechai et peut-être Esther, on n'en sait rien, mais ça veut dire que les prophètes qui faisaient partie de la Secte d'Agdola, c'est des gens qui avaient été enlevés à l'enfance, tu vois, d'Israël, ou qui étaient nés en Babylonie et qui avaient été éduqués complètement dans la dans la culture babylonienne à 100%, tu vois. C'est-à-dire que c'est clair que tu vois que les Alors, quand on dit, parce qu'il y a toujours un petit relèque dans les tfilotes comment on dit, des Chagim, qui retient ouais, mon attention, c'est Veromemano Mikol Lachon. ouais. Ouais, non, c'est clair C'est que comme si par la structure de notre langue, par la magie de l'hébreu, on avait ouais, eu accès à une certaine dimension de vérité. après, Donc, oui. mais de ça, on parle, alors, sans parler de la culture assyrienne, on parle quand même de la langue hébraïque, au sens de même peut-être de la grammaire hébraïque, même peut-être de l'accès à une certaine vérité qui est dans les lettres hébraïques. Ouais, non, Parce que, c'est encore sympa. une fois, la manière qu'on a d'écrire une lettre, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est
C'est pas, tu vois, ça veut dire, tu vas quand même regarder les Mekoubali, mais quand tu regardes les routes de la Sofroute, tu vas voir que c'est hyper important, hein. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que, tu vois, que dans les routes des Sofroute, pourquoi la Sofroute est tellement compliquée? Parce qu'en fait, sur chaque lettre, tu as au moins 20 à la route ou 30 à la route, tu vois, ça veut dire de comment ça doit être écrit, etc., sur chaque détail. Et tu vois, et Alpi à Kabbalah, il y a des, tu vois, dans le Zohar et tous ces machins-là, le Rov, tu vois, les Rov des psakim, tu vois, des routes de Sofroute, c'est dans le Zohar, tu vois. Et c'est hyper, tu vois, c'est la page toute, c'est que c'est hyper important, tu vois, la forme des lettres, etc. Et c'est un gros sens, tu vois. Peu importe, tu vois, pourquoi, comme tu vois, comme je t'ai dit, parce que tu vois, c'est-à-dire que l'idée, c'est que les lettres, elles sont importantes, comme je t'ai dit, que tu vois, c'est dans la halakha, quand tu regardes, si tu vois, quand tu regardes dans la halakha, il n'y a rien, peut-être tu vois, voilà, mais on va dire comme ça, ça n'existe pas que la kedusha, la sainteté, elle rentre dans un objet. Tu vois, dans la halakha, tu vois, tu prends ton loulav, une fois que tu as fini tu vois, ça veut dire les fêtes du loulav, tu peux marquer le dernier jour, les enfants, ils mangeaient le etrog. Tu vois, le dernier jour, après, au Shana Rabbah, les enfants, à l'époque du Beth Amikdash, ils mangeaient le etrog, etc. Et tu vois, au Maroc et tout ça, tu vois, ils jetaient les trocs dans le loulav et les trocs dans la poubelle. Il y en a qui gardent ça pour faire l'abdi au Hametz, mais c'est stam, un minag et tout ça, etc. Mais tu vois, il n'y a pas de kedusha. Il y en a qui disent, dans la souka, on dit qu'il y a de la kedusha pendant les 8 jours de la fête. C'est une grosse, on va dire, c'est une grosse exception, si tu veux, qu'on dit que c'est un kedusha comme un korban. Mais c'est un truc vraiment spécifique à la souka, mais qu'on trouve dans rien d'autre. Le seul moment où tu vois où il y a de la kedusha qui rentre dans un objet, c'est quelque chose sur lequel il y a quelque chose d'écrit. Tu vois, par exemple, les tefilines, tu dois faire gnisa. Si jamais tu vois un truc, tu ne peux pas les brûler, tu ne peux pas les jeter à la poubelle, la gnisa. La Sefer Torah, c'est la même chose. Les mezuzot, c'est la même chose. Pourquoi? C'est uniquement parce qu'il y a des lettres. C'est parce que c'est des choses écrites. Tu veux regarder, ça veut dire à chaque fois, toute la Kedusha, elle rentre dans un objet. Ça veut dire, tu vois, puisque un bout de parchemin, c'est un objet. C'est pas, tu vois, c'est rien d'autre. Tu vois, mais toute la Kedusha, elle peut entrer, d'après la Torah, elle rentre dans un objet uniquement, à part dans un korban à l'époque du Beth Amikdash, c'est uniquement quand il y a des lettres dessus. Et parce que tu vois, les lettres, a priori, c'est très compliqué à expliquer, mais a priori, tu vois, les lettres, d'après la Torah, c'est pas simplement des symboles. Ça veut dire, l'idée, c'est pour expliquer, tu vois, c'est un peu peut-être mon idée personnelle, je sais pas, tu vois, si tu vas trouver ça page quelque part. C'est dans la elle est claire. Tu vois, le Nefesh HaChaim, il en parle aussi de tout ça, etc., que la Kedusha est transmise dans les objets à travers les lettres. Mais ça, c'est un truc qu'on trouve dans la Lacha. Mais ce que je veux dire, l'idée, c'est quoi l'explication de ça? C'est, à mon avis, c'est parce que tu vois, c'est quand tu regardes à chaque fois, tu vois, si tu veux, en fait, tu vois, on dit, on a vu comme Rabbi Yocham, il dit, tu vois, le monde spirituel, le monde matériel, c'est la même chose, etc. Mais en réalité, entre les différentes étapes, il y a toujours un gate, tu vois, je sais pas comment c'est, un char, tu vois, une porte, tu vois, si tu veux, qui fait une jonction entre les deux mondes, tu vois, entre deux mondes. Tu vois, chaque chose, tu vois, par exemple, quand la Torah, elle dit, qui Adam ou un Nefesh, et c'est pour ça que je vous ai donné le sang pour avoir une kapara, tu vois, quand elle parle sur le sang des corbanotes. Tu vois, ça veut dire quoi? Mais tu vas dire, voilà, le sang, c'est qu'un truc, tu vois, pourquoi le sang plus que les nerfs ou je sais pas quoi. Mais ça veut dire qu'a priori, le sang, comme c'est quelque chose qui circule ou whatever, et que la vie, elle passe à travers ça, tu vois, si tu veux, ça a une sorte de valeur, comme si tu veux, c'était quelque chose qui faisait la jonction entre la vie de l'animal et en fait la matérialité du corps de l'animal, si tu veux. Et en ça, tu vois, c'est une kedusha. Et en fait, chaque chose, elle a un truc comme ça. Et en fait, on a l'impression que les lettres, tu vois, c'est la même fonction que le sang dans le sang d'un animal, tu vois, quand on fait le korban. Ça veut dire que si tu vois, c'est la chose matérielle qui fait, en fait, qui est le support de quelque chose qui est spirituel et donc qui fait la jonction entre le matériel et le spirituel. Et, tu vois, tu permets du matériel de faire un saut de nature. Voilà, exactement. Et ça veut dire, et quand tu regardes dans la lacha, tu vois, la forme de la sofroute, tu vois, ça va être très, très importante, tu vois. Donc, c'est pas rien, tu vois, ça veut dire la forme des lettres. Tu vois, dans la Kabbale, c'est gigantesque, tu vois. Mais voilà, donc, je sais pas, tu vois, donc, voilà, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, tu vois, ils avaient le Ktav Ivri, pourquoi ils ont changé la Gemara? On ne sait pas, tu vois. Si tu veux, ce qui est très étrange, c'est que dans l'histoire, ça s'est reproduit récemment, cette histoire. C'est-à-dire que, parce que la Gemara, elle dit oui, en fait, ils ont gardé, parce que la Gemara, elle dit voilà, Ezra en Babylone, ils avaient le Ktav Ashuri et le Lachon Ashuri. Et la Gemara, elle dit ils ont abandonné, ils ont gardé le Lachon Ivri et ils ont gardé le Ktav Ashuri. C'est comme ça que la Gemara dit, c'est ça ce qu'on fait. C'est-à-dire, on parle, toute la Lachon qu'on a, c'est un Lachon Ivri, on l'écrit en Ktav Ashuri. Et ce qui est très malin, c'est que tu vois, c'est quand il y a eu l'État d'Israël,
En fait, tu vois, ça veut dire ils ont gardé la manière de prononcer séfarade et ils écrivent dans une écriture ashkénaze. Et c'est malin, tu vois, que ça s'est Pourquoi j'ai refait. fait mon écriture ashkénaze? L'écriture qu'on a, nous, tu vois, ça veut dire, pas l'écriture, tu vois, l'écriture imprimée, que c'est du Ktav Ashuri, si tu veux, c'est l'écriture Ashuri, c'est une écriture Ashuri, ouais, si tu veux, c'est cachère, si tu veux, c'est la version imprimée que tu vas lire dans les journaux, tu vois, si tu veux, voilà, c'est une écriture Ashuri, on va dire, qui est cachère pour un Sefer Torah, plus ou moins, tu vois. Mais ça veut dire que l'écriture cursive, tu vois, de cahier qu'on apprend aux enfants à écrire, tu vois, le Ktaviad, tu vois, l'écriture Ktaviad qu'on a, c'est pas le Ktaviad Sfarad. Tu vois, le Ktaviad Sfarad, c'est comme Rashi à peu près. Le Ktaviad, tu vois, Ok. c'est pas l'écriture Rashi, le Ktav Sfarad, du Ktaviad, quand tu regardes les manuscrits, c'est Farad, il y a pas longtemps même. Moi, je vois de mes grands-parents, tu vois, c'est écrit en écriture Rashi, différente. Tu vois, il y a quelques lettres qui ne sont pas vraiment Rashi, mais ça ressemble 90% au Ktav Rashi. Ça veut dire les Sfaradim. Je croyais que le Ktav qu'on utilise en hébreu aujourd'hui pour faire le cursif, c'était c'était une invention très récente. Non, c'est J'avais le cru en comprendre. Ktav Ashkenaz. C'est le Ktav Ashkenaz. Ils n'ont pas inventé une nouvelle écriture. Ils ont gardé le Ktav Ashkenaz. Ça, c'est le Ktav Ashkenaz. Quand tu vas regarder les anciens écrits Ashkenaz, des Rabbanim Ashkenaz qui s'écrivent depuis le 14e, 15e siècle, c'est comme ça qu'ils écrivaient. C'est pour ça que, tu vois, c'est une aberration qu'ils ont pris le Ktav Rashi, ils ont pris un Ktav Sfarad pour faire Rashi. Mais Rashi lui-même, quand il a écrit son Pirouche, il écrivait tu vois, comme on apprend aux enfants dans les cahiers à écrire. C'est un Ktav Ashkenaz. Ouais, c'est un Ktav Ashkenaz. C'est un Ktav Ashkenaz ancien, tu vois. Et c'est très manière. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont fait la même chose que ce qui s'est passé à l'époque de Ezra, qu'ils ont gardé une écriture ashuri et ils ont gardé la Lachon ivri, comme ça la Gemara a dit. Ils ont refait ça maintenant en gardant le Lachon, si tu veux, ivri avec la prononciation séparate et en prenant une écriture ashkenaz. C'est manière. Même Rabbi Yosef, pour se moquer, il disait, oui, Akol Kol Yaakov, Yadaim Yedei Esav. Tu vois, quand tu as Kol Yaakov, c'est-à-dire c'est la prononciation séparate, et Yadaim, c'est la manière d'écrire, c'est des Esav, c'est les mains de Esav. Tu vois, tu vois. Mais ouais, mais tu vois, mais ça veut dire, mais c'est vrai, tu vois, c'est manière, en tout cas, qu'ils ont refait cette jonction et que ça a été un truc toujours très bizarre, tu vois. Chez les Juifs, ça reste toujours comme ça. Même le ladino, il s'écrivait avec une écriture juive, tu vois, comme le yiddish, ça s'écrivait avec des lettres hébraïques, alors que la langue, elle était prononcée, tu vois, que ce soit le ladino, que ce soit le yiddish, ça se prononce, c'était en fait la langue allemande ou espagnole mélangée, tu vois, même le judéo-arabe, ça s'écrivait pas en arabe, tu vois. C'est même, tu vois, même le Rambam, quand il a écrit le Guide des Égarés, tu vois, en arabe, il a écrit en arabe en utilisant l'écriture cursive juive. C'est farad. Ça veut dire comme l'écriture rachiste, ce qui est très bizarre. Tu vois, aujourd'hui, tu verras un type écrire en français avec des. Tu vois, moi, je t'ai fait Hervé Psachim, un truc. Mais ça veut dire que, tu vois, mais ça veut dire que normalement, tu vois, ça veut dire que tu ne verrais pas aujourd'hui imagine un type qui écrit aujourd'hui un livre en français en utilisant des lettres hébreues. Tu vois, c'est super bizarre. Tu vois, c'est très bizarre, mais ça remonte à très longtemps, tu vois, ça remonte à cette histoire-là que l'hébreu en lui-même, tu vois, que ça s'écrit en Ktav Ashuri, alors que c'est une écriture, tu vois, assyrienne, complètement pas juive, pas ivri en tous les cas, alors que le langage, le lachon, il est ivri, tu vois, et donc c'est comme une langue qui s'écrit avec un alphabet qui n'est pas le sien, tu vois. C'est très bizarre, mais c'est ce que la Gemara dit, tu vois, c'est ça ce que l'État il a fait, et tout ça, etc. Bon, mais tu vois, ça veut dire, voilà, que je te dis, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est manienne, c'est intéressant. Je ne sais pas s'il y a des autres exemples comme ça dans l'histoire, je ne sais pas comment, si je ne sais pas je ne sais pas exactement, mais en tout cas, les Juifs, ils sont en tous les cas depuis tout temps, a priori, ça veut dire aptes à mélanger des alphabets avec des langues qui n'ont pas de rapport. Mais bon, bref, je sais pas, mais c'est pour te dire, tu vois, donc en fait, le gars, le des vidéos pour te dire, lui, il dit en fait, il dit que voilà, qu'il n'y a pas de, tu vois, ça veut dire la Géoula, ça veut dire, tu vois, c'est une continuation du troisième temple, et que c'était, comme je t'ai dit, tu vois, l'idée, c'est de revenir, en fait, dans la matrice, tu vois. On a l'impression, tu vois, ce qui est sûr, pour expliquer l'histoire, c'est qu'on a l'impression, tu vois, après ça, tu vois, je reviens à ça, mais ça veut dire, avec l'histoire, pour revenir sur l'histoire de l'exil de Babylone et pour revenir sur tout ça, c'est que, on a l'impression que Israël, il fallait qu'ils reviennent dans la matrice de leur mère, tu vois, d'où est-ce qu'il venait Abraham, que c'était Achour, et que c'est ce que le Midrash, c'est la Gemara qui dit ça, et que c'est ça l'histoire de Yona qui est re-accouché dans Babylonie, etc., pour renaître après. Mais d'un autre côté, c'est clair aussi qu'il y a une deuxième, en fait, tu vois, maternité,
tu vois, bizarre, parce que c'est géographiquement aussi étrange, mais avec l'Égypte, tu vois. C'est-à-dire qu'on a l'impression, tu vois, la Gemara dit plein de fois, ouais, que la sortie d'Égypte, c'est la sortie d'un accouchement, et que c'était comme une mère c'est un midrash qui dit ça, que le Maral cite beaucoup dans, tu vois, de dire voilà, que c'était comme une mère qui met en naissance à un enfant et que même Hachem, il n'était pas sûr qu'il allait être capable de faire cet accouchement. Donc, on a l'impression qu'il y a une double maternité, tu vois, qui géographiquement aussi se retrouve, puisque tu vois, tu as l'Égypte au sud et tu as la Syrie où tu vois la Mésopotamie au nord et Israël, c'est au milieu. Et on a l'impression, tu vois, il y a toujours un balancement quand tu regardes dans les prophètes à chaque fois entre Yermia qui dit ouais, il faut pas aller en Égypte, oui, truc bidule, tu vois, il faut s'asservir. C'est-à-dire que grosso modo, on voit que depuis que l'État d'Israël a existé, tu vois, à partir de l'époque de Salomon, en fait, il y a toujours une super grosse tentation de s'allier avec l'Égypte et que tu vois à chaque fois les prophètes, tu vois que c'est depuis le début, ils disent non, 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 il faut pas s'allier avec l'Égypte, il faut s'allier avec la Syrie, toujours, toujours. Et ça a toujours été tu vois, si tu veux, tu vois, le débat, pas le débat, mais ça a toujours été le truc, tu vois, qui a été, même après, quand tu vois, avec le dernier roi d'Israël qui a été tué finalement par le roi d'Égypte, tu vois, qui est par Pharaon, parce que, tu vois, justement, il était venu pour empêcher une guerre entre Nabucodonosor, ou je ne sais plus lequel, si c'est lui ou celui d'avant, pour attaquer l'Égypte, etc., que lui s'était interposé, etc. En tout cas, Josias, le dernier roi d'Israël, a été tué par Pharaon lui-même. Parce que tu vois, peu importe, parce que, alors que lui, il pensait pas que le pharaon allait le tuer, quoi, grosso modo. Mais ça veut dire que quand tu regardes, à chaque fois, c'est toujours une histoire de dire, il y a des intrigues, tu vois, c'est-à-dire que l'idée, c'est est-ce que Israël doit s'allier à l'Égypte ou à la Syrie? C'est toujours, et tu vois, ou à la Syrie ou tu vois, la Mésopotamie, tu vois, à l'Iran, j'en sais rien, ou à l'Irak, et c'est toujours un gros, c'est toujours ça l'enjeu où ça se joue, tu vois. Et on a l'impression que les prophètes, ils sont toujours pro-iraniens, pro-irakiens, et anti-égyptien, quoi. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on a l'impression que moralement, selon ce qu'on a l'impression, c'est que moralement, les Irakiens, les Iraniens, ils étaient supérieurs aux Égyptiens, quoi. Ça a bien qu'on a l'impression, voilà, on te dit que les Égyptiens, ils avaient la bibliothèque d'Alexandrie, tout ce que tu veux, etc. Mais on a l'impression qu'au niveau de la morale, tu vois, et sexuelle et et tout le reste, c'était une civilisation très, très, en fait, ouverte, on va dire, très, très de gauche, quoi, très, tu vois ce que je veux dire, je sais pas comment traduire, laxiste ou j'en sais rien, et même on peut dire corrompu, tu vois, un truc comme ça, alors que tu vois que l'Iran, même si ça avait l'air d'être une société beaucoup plus militarisée, on va dire, beaucoup plus, tu vois, on va dire, voilà, guerrière, en tous les cas, ils avaient l'air d'être au niveau moral beaucoup plus, on va dire, strict. Et en fait, moi, c'est mon interprétation personnelle, c'est pas clair. Hein. Mais en tous les cas, on a l'impression, en tous les cas, c'est clair que les prophètes, ils avaient, que ce soit de Jérémie. Les prophètes, ils le disent explicitement. Hein. Exactement, 10 000 fois, ils disent il faut s'allier avec la Syrie, il faut payer les tribus à la Syrie, il faut toujours truc bidule, et sans, tu vois, c'est que, tu vois, que, voilà. Donc, je sais pas pourquoi, tu comprends la question, mais pourquoi, mais, ou bien parce qu'ils pensaient que, je sais pas, tu vois. Peu importe, tu vois, mais bon, je sais pas pourquoi on est parti de ça, mais bon, tu vois, pour dire à l'histoire que voilà, qu'en fait, c'est pour que cette histoire, c'est un parti pris de voir la Géoula comme étant simplement la finalité, tu vois, ça veut dire, voilà, pas quelque chose de nouveau, tu vois, c'est-à-dire que pas quelque chose qui serait à venir par Olam Haba, tu vois, comme il dit Rabbi Yohanan, il dit Olam Haba, comme si tu vois, il y aurait quelque chose à venir, il y aurait une finalité qui dépasserait, en fait, tu vois, qui dépasserait l'histoire dans laquelle on est. Tu vois, et c'est sûr que c'est un peu bizarre, tu vois, ça veut dire, parce que tu te dis à la fin, si c'est pour arriver au résultat qu'on était avant, à quoi ça sert, tu vois. Mais je pense, tu vois, c'est pour ça, moi, je pense qu'en fait, l'idée, c'est que c'est une étape. C'est très compliqué, tu vois. Je sais pas. Moi, pour moi, tu vois, ça veut dire, moi, ce que je veux dire, moi, ce que j'ai toujours pensé, parce que tu vois, c'est tous ceux qui ont voulu penser le Mashiach comme étant quelque chose à venir en disant, ah ouais, qu'est-ce que ça va être la fin de l'histoire? Tu vois que c'était un peu comme ce qu'il a fait Marx, ou tu vois, tout ce qu'ils ont, tu vois, et après Marx, j'en sais pas, tu peux dire les chrétiens, ou tu vois, j'en sais rien, Hegel, les Lubavitch, tu peux, you name it, comment il s'appelle, Cook et tout ça. Tu vois, je veux dire que tu vois, c'est que c'était toute ça l'histoire, c'est de dire, ah, qu'est-ce que ça va être le Mashiach, et de dire, ah, voilà, tu vois, ce que tu vois, ça veut dire, Fouque, il a dit, ouais, l'État d'Israël, c'est le Mashiach, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Marx, il a dit, ouais, la liberté, c'est le Mashiach, ça veut dire qu'on va arriver à une nouvelle étape de l'histoire, et tu vois, qu'il essayait d'imaginer, en fait, quelle était la direction dans laquelle l'histoire, elle allait, pour essayer, si tu veux,
d'extrapoler pour pouvoir se dire, voilà, en fait, maintenant, donc, si c'est ça, tu vois, tu crées un vecteur et tu dis, bon, ouais, c'est ça la direction. C'est comme ça que, si tu veux, Hegel, il a réfléchi, ou Marx et tous ceux qui ont fait de la philosophie de l'histoire, ils ont essayé de dire, ouais, on prend l'histoire telle qu'on la connaît, dans quelle direction elle va. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, voilà, ça va vers la liberté, ça va vers la réalisation d'un idéal ou quoi que ce soit, ou d'un État ou quoi que ce soit. Et en fait, tu vois, ça veut dire le Rav Kook, tu vois, ou même, tu vois, les nazis, je sais pas, tu vois, ça, chacun dans son truc, ils étaient tous dans cette même histoire, tu vois, c'est qu'ils se disaient, ouais, il y a une finalité de l'histoire et on doit anticiper, on peut anticiper vers où ça va, tu vois, pour arriver à un monde idéal. Et en fait, tu vois bien que tous ceux qui ont fait ça, ils se sont plantés grave, tu vois, c'est-à-dire, ils ont fait n'importe quoi. Et tu vois, et ça veut dire, donc on a l'impression, tu vois, c'est-à-dire que la vision du Maharal qui dit, en fait, on peut pas autant penser qu'il n'y a pas de fin, tu vois, qu'il y a pas de, il y a pas de finalité, il n'y a rien à extrapoler. En fait, on est dans un nombre clos et on ne va pas vers quelque chose, on tourne en rond. On sent bien qu'en fait, si tu veux, c'est clair que si tu veux, que paradoxalement, si tu veux arriver finalement à dépasser, à arriver à la fin de l'histoire, c'est comme lui qu'il faut penser, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire qu'il faut penser, tu vois, ça veut dire il faut penser il faut penser, tu vois, au contraire, tu vois, à qu'il n'y a rien de nouveau et qu'on veut rester dans la Yetziat Mitzrayim et qu'on veut rester dans un truc, tu vois, où en fait, non, c'est que le monde qu'on a, ce sera le même monde, mais simplement il va être optimisé, on va dire, et il n'y a pas de finalité, en fait, à trouver à l'extérieur du monde. Donc, on a l'impression que paradoxalement, c'est ça ce qui va faire que finalement, on va trouver justement la finalité du temps, tu vois. Et que plus on va chercher, en fait, la finalité du temps, tu vois, plus, en fait, on va se tromper, tu vois. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai, tu vois. Et, moi, c'est pour tu vois, j'ai même vu une parabole, tu vois. Parce que tu vois, quand tu vois, quand on dit Netzach, tu vois, et que, en fait, on a l'impression, tu vois, qu'après Netzach, il y a Yesod. Et que Yesod, en fait, tu vois, c'est le Hot Beit Kodesh, c'est l'idée de la sexualité, tu vois, masculine. Que, tu vois, en réalité, c'est l'idée, tu vois, en fait, tu vois, c'est la réalisation de quelque chose qui est à l'extérieur de soi, tu vois. C'est comme ça que ça fonctionne la sexualité masculine. Et en réalité, quand tu réfléchis de comment ça fonctionne aussi la sexualité, c'est que si quelqu'un il dit ah ouais, je vais arriver à un orgasme, je vais arriver à un orgasme, je vais arriver à un orgasme, en fait, tu l'as jamais, tu vois. Ça veut dire que la manière, en fait, tu vois, d'avoir l'orgasme, c'est justement au contraire de vouloir le retarder au maximum. Et tu vois, et à mon avis, tu vois, ça veut dire que c'est ça l'histoire du Netzach Yesod, tu vois, ça veut dire qu'après Netzach, on dit Netzach Israël, que tu dis, voilà, ça peut être un nom de Yosef, etc., mais que tu vois que la connexion entre le Netzach et le Yesod, c'est de dire que tu vois, en fait, c'est en voulant rester, tu vois, le plus conservatif possible, le plus, si tu veux, anti-progrès, tu vois, sens de l'histoire, au compte, mais tu vois, ça veut dire vivre le présent, on va dire, tu vois, un présent perpétuel qui avance nulle part. Bizarrement, c'est sûrement comme ça qu'on va arriver, en fait, justement, à arriver au saut, tu vois, qui va faire que on va comprendre c'est quoi l'histoire, tu vois, le sens de l'histoire, ou qu'on va arriver à un nouvel état, tu vois, une nouvelle étape, tu vois. Un peu, tu vois, voilà, un peu comme Moshe qui fait tourner les Juifs dans le désert pendant 40 ans, mais que finalement, c'est comme ça, tu vois, qu'ils arrivent en Israël, quoi. Ça veut dire, et que quand il a voulu lui-même aller en Israël, c'était là où il ne pouvait pas les amener. Ouais, ça veut dire que quand il dit, OK, on y va tout de suite, tu vois, en fait, il fallait au contraire, il fallait que ça soit un frein, tu vois, un truc, non, on n'y va pas, 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 jusqu'à ce que tu vois finalement, ça explose, tu vois, OK, on y va. Tu vois, un truc comme ça. Moi, c'est ça ce que j'ai l'impression, tu vois. Bref, tu vois, je sais pas pourquoi je dis. Mais c'est mon intuition. En tout cas, on voit que tous ceux qui ont cherché à une finalité de l'histoire, ils sont tous plantés. Tu vois, du début jusqu'à la fin. Tu vois, tous ceux qui ont voulu penser c'était quoi le Mashiach, qui ont voulu dire on va faire venir le Mashiach et tout ça, ils ont tous fait beaucoup plus de mal que de bien. Chacun dans leur, chacun dans leur système. Et voilà, donc je pense que Et en même temps, ouais. ça reste un thème qui est tellement omniprésent dans plein de choses. Dans notre culture, dans notre liturgie, Ouais. Non, c'est sûr. parce qu'on n'est pas du tout, on n'est pas on reste une religion ou une identité qui est très tournée vers une fin idéalisée. Ouais, ouais. Mais a On priori, est tu vois, téléologue. ouais, mais tu vois, mais c'est ça l'histoire tu vois, de l'attendre et tout ça, tu vois. Et, tu vois, parce que, tu vois, le vrai problème de l'histoire, c'est que si tu dis, C'est voilà, ça, c'est toujours ce truc-là, l'idée de l'attendre ou le faire venir. Et de l'attendre. tu vois, c'est parce que, voilà, parce que c'est difficile de le faire venir, tu vois, c'est l'histoire, c'est comment tu vois, voilà, c'est tu sais pas, tu vois. J'en sais rien, tu vois, c'est manière, tu vois, à chaque fois,
Je sais rien, tu vois, c'est très, je sais pas quoi dire, tu vois, c'est très malien. Tu vois, celui qui parle le plus, tu vois, dans le Tana des vidéos, il parle beaucoup du Mashiach et tout ça, etc., de comment est-ce qu'il va venir et compagnie. Tana de Beliaou, Euh, c'est plein de, d'interventions Eliyahu de Hanavi, Rabbi non, mais Eliaou. c'est Ah, de attribué, Eliaou Hanavi, carrément. c'est attribué à Eliyahu. C'est Eliyahu Hanavi qui se serait révélé à des rabbanim et que, tu vois, ça veut dire qu'il est attribué à Eliyahu Hanavi lui-même, tu vois. Et, Dans la Gemara, c'est tous les Halakim où il y a écrit Tana de Beliaou dans la Gemara, c'est ça? ouais, ouais, ou peut-être, c'est pas que ça, c'est un livre à part entière. Il y a plein de Tana des vidéos qui sont pas ramenés dans la Gemara. C'est-à-dire le livre Tana des Ah, ok. vidéos lui-même, il est beaucoup plus grand. Il est, tu vois, il est plus grand. Il y en a deux, il y a Tana Beliaou Zuta et Rabbah. Mais tout ça, c'était parce que en fait, c'est Léon Navi, il donnait des guilouilles, mais ça veut dire il s'est révélé à certains auteurs de la Gemara, où on sait pas exactement, tu vois, comme c'est un peu comme on dit sur la mission de Bar Yochai, des trucs comme ça. Tu vois, Léon Navi, il intervient beaucoup dans le Zohar aussi, tu vois, il apparaît, et il dit que dans la mission de Bar Yochai, tu vois bien, voilà, dans Petach Eliaou, par exemple, il dit Koum Rabbi Shimon, tu vois, Léon Navi, a priori, Léon Navi s'est dévoilé en tous les cas à beaucoup de rabbanim à l'époque de la Mishnah, à l'époque de la Gemara, et il leur disait des trucs, tu vois. Dans Tana des vidéos, c'est le truc qu'il a donné, on va dire, un peu pour tout le monde. Ça veut dire, c'est pas kabbalistique et tout ça. C'est vraiment, tu vois, un peu, c'est au contraire, c'est vraiment pour parler aux gens du peuple, tu vois. Qu'est-ce que tu vois, lui, dire, tu vois. Et là-bas, tu vois, et c'est tout. Et donc, lui, il dit, tu vois, c'est lui qui dit, tu vois, qu'en fait, le deuxième Beth Amikdash, c'était le troisième, grosso modo, et qu'il n'y a pas de, tu vois, ça veut dire que le troisième, il sera comme c'est la sainte continuation tu vois, du deuxième, etc., etc. Et à part ça, il dit tout ce qu'il faut. Parce qu'il dit à un moment, il dit ouais, tout ce qu'il faut. Si tu veux faire venir le Mashiach, comment est-ce qu'ils ont été sortis d'Égypte? Parce qu'ils avaient plein d'enfants. Il dit faites plein d'enfants. Après, il dit aussi comment est-ce que le Mashiach est venu à la sortie d'Égypte. Il dit parce qu'en fait, si tu veux, ils ont mangé ensemble. Lui dit que le Corban Pessah, c'était un barbecue que tout le monde mangeait ensemble. Et que c'était le fait qu'ils étaient unis dans le sens où ils sentaient, tu vois, une cohésion en tant que peuple. Et que c'est ça ce qui a amené le Mashiach, c'est ça ce qu'il fallait. Il a dit quand vous sentirez une cohésion en tant que peuple et tout ça, etc., automatiquement le Mashiach il va venir. Et lui, il dit ça, il dit qu'en fait, lui, il dit que tout le but de l'exil, il a été en fait de créer une cohésion dans le peuple qui n'existait pas. Et il dit que toute la raison pour laquelle, en fait, il y a eu besoin de tous ces pogroms et de tous ces machins, c'est parce qu'en fait, les Juifs, ils ne sont pas unis, en fait. Ils n'arrivent pas à se sentir unis. Et finalement, à travers les souffrances, ils retrouvent une unité. Et qu'en fait, c'est pour créer cette cohésion qu'en fait, il est faux, tu vois, il a fallu passer par tout ça. Mais il dit, mais si jamais les Juifs, ils avaient l'intelligence de retrouver cette cohésion sans avoir besoin de passer par des problèmes, tu vois, par des souffrances, etc., le Mashiach, il viendrait tout de suite. Et il dit, c'était ça ce qui s'est passé en Égypte, quand Hachem, il a demandé de faire le Korban Pessah. C'est quand tu regardes le Korban Pessah, tu vois, lui dit, tu vois, c'est pas la peine de même d'avoir une cohésion. Ça veut dire, lui pense que là-bas, il explique tout ça, que la cohésion nationale passe d'abord par une cohésion familiale, que tu vois, il dit qu'en fait, c'est qu'il faut que les familles, elles se sentent unies. Une fois que les familles, elles se sentent unies, le peuple, il se sent uni, et tout ça, etc. Et que quand tu regardes, il dit que tout ce qui s'est passé avant la sortie d'Égypte, c'était que ça. Et c'était pas plus. Et que ça suffit pour les libérer. Et lui, il explique que tu vois que c'est ça ce qu'Hachem il attend du peuple d'Israël, qu'il n'y avait pas pendant le deuxième temple. Ça veut dire que ça a manqué à l'époque de Ezra. Il y avait l'identité nationale, elle n'était pas construite, elle n'était pas assez intégrée. Donc il y avait beaucoup de factions et donc beaucoup de luttes intestines, etc., qui ont fait que. Même c'est historique, hein, c'est même pas. Ouais, enfin, c'est là ce qu'il y a dans C'est le même livre. pas religieux, quoi. Quand on voit entre les Tsadoukim, les Shomronim et Ouais, a les priori, Zélotes. voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc, ça faisait que voilà, quoi. C'est pour ça que quand la Gemara te dit voilà, que le Beth Amikdash c'est détruit à cause de Sinat Rinam, ça veut dire ça, tu vois. C'est-à-dire en fait qu'il n'y avait pas de cohésion, il n'y avait pas de, tu vois, il n'y avait pas de. Tu vois, c'est tout. C'est ce que dit même Flavius Joseph. Hein. Flavius Joseph, il dit s'il n'y avait pas eu de dissension entre les Juifs, ils n'auraient pas pu gagner, les Romains. ouais, non, c'est sûr, mais ça a toujours été le jeu des Romains à chaque fois, hein, de jouer la division et tout ça. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que tu vois, c'est que le peuple juif, il était beaucoup plus ancien que les Romains, tu vois. Donc il aurait dû avoir normalement une cohésion beaucoup plus grande. Tu vois, c'est comme si tu vois un peuple, tu vois que les Gaulois, ils n'étaient pas unis, c'est normal. Tu vois, parce que c'était 10 milliards de tribus qui nomades, qui bougeaient dans tous les sens et qui essayaient à chaque fois de prendre le territoire de l'autre. Mais en Israël, c'est pas normal. Tu vois, c'est parce que les gens ils étaient là-bas depuis 1000 ans à peu près et etc. Ils n'auraient pas dû avoir, du moment, ils n'auraient pas dû avoir tu vois, tu vois, une telle désunion. Tu vois, c'est ça ce qui est ouais, Malheureux. voilà. Et là, aujourd'hui, c'est la folie. Hein.
Comment? Là, aujourd'hui, n'en parlons pas. Ah, ouais, on va voir. Je sais rien, je sais pas. Il faut voir ce qui se passe quand il y a une guerre. Si tu vois, l'histoire, c'était ça. Tu sais, à chaque fois, quand il y avait toujours toutes les dissensions, quand il y a une guerre, tout le monde se retrouvait uni. J'espère que ça va Ah oui, mais continuer. là, la dernière fois que ça a un petit peu chauffé, je sais qu'il y a encore quelques années, il y a 2, 3 ans, quand il y avait eu pas mal de Tilim sur Tel Aviv, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu pas mal Ouais, de, ouais, je me rappelle. Parce que d'abord, ça où avait on été avait sur. vu plein de Tilim qui passaient dans le ciel de Tel Aviv la nuit avec les gens qui couraient dans les rues, tout ça. Et là, je ne sais plus quand c'était, il y a quelques mois, c'était pas du tout pareil. C'était pas du tout pareil. Franchement, c'était pas du tout le même niveau de soudure immédiate quand il se passait quelque chose. Là, rien qu'il y a eu des pigouïms, là, il y a eu pas mal de pigouïms ces derniers temps. Et normalement, quand il y a des pigouïms, ça crée un resserrement très fort de la nation. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. Là, ça a presque. Enfin, il y avait déjà ce genre de discours pour dire s'il y a des pigouïms, c'est à cause des mitnachalim et tout ça, et qui font des problèmes. Mais là, je sais pas, peut-être que c'est exacerbé par les médias et tout ça, mais je trouve qu'il y a une vraie, euh, une grande indifférence et un vrai sentiment d'étrangeté surtout chez les chilonim vis-à-vis des religieux. C'est-à-dire que les religieux, ils penseront toujours que les chilonim, ils ont une sorte là, il leur manque quelque chose, mais ils les aiment quand même comme leurs frères. Mais il y a là aujourd'hui, il y a un antisémitisme chez les Chilonim à Tel Aviv qui est effrayant, quoi. Ah, j'en sais rien, je sais pas. Qui prend vraiment les formes des antisémitismes classiques qu'il y a dans les pays d'Europe classiques, quoi. Antisémitisme, mais c'est des parasites, ils servent à rien, ils font pas l'armée. Je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Euh, limite, ils nous mangent le pain. Enfin, c'est des trucs. Ah, non, je sais, mais ça a toujours été comme ça. Non. Ah non, non, je sais pas, j'espère que ça va. Ah non, non, moi j'avais l'impression quand je suis arrivé en Israël, quand je t'ai dit, je te l'avais dit quand j'étais venu chez toi, tu vois, qu'en fait, tu vois, c'était plus maintenant du jeu qu'avant, tu vois. C'est comme si en fait, il y avait tellement maintenant, tu vois, comme il y a de la parnassa, contrairement à avant, tu vois, on a l'impression qu'à cause de ça, tu vois, les tensions idéologiques, ils sont devenus beaucoup plus, tu vois, presque de l'ordre de la comédie, tu vois. Moi, je me rappelle quand Ouais. moi j'étais à l'avance, tu vois, c'est-à-dire, il y avait vraiment, quand tu allais dans l'Afghanos, moi, tu vois, quand je suis venu, il y avait l'Afghanos, tu vois, à cause de Bibi avec l'histoire tu vois, du Bet Mishpat Elyon et tout ça. Et, Ouais, ouais. ouais, mais tu vois, quand tu voyais les mecs dans l'Afghanos, tu avais l'impression que les mecs ils rigolaient, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, il y avait pas, tu vois, ça veut dire, t'avais pas l'impression que c'était par rapport à avant, moi, quand j'ai connu l'Afghanet en RS, où c'était vraiment, tu vois, je sais pas, il y avait de la violence, tu vois, il y avait de la violence, il y avait, tu vois, il y avait de la haine, tu vois des trucs, tu vois, ça veut dire quelque chose de très, voilà, de la violence, de la haine. Là, tu sentais des mecs, tu vois, qu'on a l'impression, ouais, on fait l'Afghana, là, parce que, tu vois, c'est cool de faire l'Afghana, c'est sympa, tu vois, comme si c'était pourri un petit peu, tu vois, ça veut dire que c'était une travailla, quoi, c'était une petite spéciale, tu Vous vois. pensez que il s'est beaucoup moins mis de cabane qu'avant? Ouais, moi j'ai l'impression comme ça, et les Haredim, c'est la même chose, tu sens que les Haredim aussi, maintenant, ils prennent la religion beaucoup moins au sérieux qu'avant. Tu vois, ça veut dire, c'est pour ça, j'ai vu ça aussi chez les Haredim, tu vois, quand tu vas à l'aéroport et tout ça, etc., tu vois, c'est dit, ok, tu vois, les mecs, ils ont la barbe blanche et tout ça, etc., et les chapeaux et compagnie, mais tu vois, c'est comme si, tu vois, c'est comme s'ils faisaient un show, tu vois, tu as l'impression que c'est très, tu vois, moi, j'ai pas été visiter les Yeshivot quand je suis venu la dernière fois, tu vois, j'espère revenir cette année, tu vois, mais dans ta chaîne, mais, et rester un peu plus longtemps et voir un peu plus, et tu vois, mais tu vois, mais j'avais l'impression que tu vois que le Haredim c'était devenu aussi chez eux Stam, tu vois une sorte de show, de business. De toute façon maintenant c'est plus comme avant où les mecs tu vois la plupart ils vivaient vraiment tu vois il y avait vraiment ils vivaient dans la pauvreté et puis ils faisaient Messirut Nefesh vraiment pour étudier la Torah. C'était un truc tu vois vraiment tu sacrifiais ta vie pour étudier etc. ou pour faire les mitzvot. C'était tu vois quelque chose tu vois, de très lourd. Tu vois, là, on a l'impression que les mecs, ouais, de toutes les façons, ils s'éclatent, ils ont leur parnasse, ils ont leur petit machin, ils ont leur truc. Ah, ok, alors moi, je me fais le look Haredi, sympa, tu vois. Et, et tu vois, c'est mon. C'est sûr qu'il y en a des comme ça.
Ouais, il y a beaucoup comme ça, mais même j'ai vu chez les Khiloniques. C'est pour ça que moi j'avais trouvé que par rapport à ma période, moi j'avais trouvé que, si tu veux, la fracture, tu vois, qu'il y avait en Israël, elle s'était amoindrie, elle s'était en tous les cas, c'est devenu plus light, tu vois, c'était devenu plus quelque chose de, je sais pas comment te dire, tu vois, de plus, tu vois, de plus léger, quoi. C'est devenu comme en France, tu vois, où les gens, ils se la jouent, ouais, je suis gaucho, non, je suis comme ci, je suis extrême droite, je suis ça. Bon, en fait, tu vois, c'est bof, tu vois, c'est rien que pour dire que tu fais quelque chose, quoi. C'est pour t'affilier à quelque chose. Mais c'est pas vraiment que les types, ils avaient la rage ou la haine. À mon époque, tu vois, ils avaient vraiment la rage de la haine. Tu vois, moi, je me rappelle de ces trucs-là. Tu vois, c'était, tu vois, ça veut dire, bref, je vais pas envie de raconter des histoires, mais je me souviens, tu vois, des trucs, tu vois, quand même, tu vois, ça veut dire d'avoir vu vraiment vraiment, tu vois, voilà, vraiment, voilà, des choses, tu vois, vraiment, Sur quel point ils s'étaient affrontés? je sais pas, déjà, même entre les Haredim eux-mêmes, tu vois, moi, quand j'avais les Bechirot et tout ça, quand il y avait Degel, tous ces machins-là, tu vois, Rav Shach, on va dire Yosef et tout ça, déjà, entre les Haredim eux-mêmes, tu vois, ça veut dire, au moment des Bechirot, il y avait les mecs, tu vois, ils se frappaient, tu vois, vraiment, tu vois, pour de bon. Ça veut dire, il y avait des combats dans les rues, tu vois, entre Haredim, calmement, entre les Haredim et les Chilonim. Moi, je me rappelle, tu vois, moi, le truc qui m'a le plus choqué, tu vois, que moi, je me rappelle, c'est que il y avait un, tu vois, c'est depuis ce temps-là, tu vois, que j'ai vraiment, comme moi, tu vois, moi, j'ai aucune sympathie pour le Beth Mishpat Elion et tout ça, que j'ai compris que c'était un truc complètement vendu, corrompu, complètement partial et complètement, tu vois, pas du tout objectif. Et donc, moi, tu vois, moi, je suis super content que, je sais pas ce que Bibi, il a fait passer sa loi ou pas, j'en sais rien. Mais moi, en tous les cas, c'est pas moi qui va défendre le Beth Mishpat Elion. Et tu vois, mais ça veut dire, tu vois, il y avait pas des vraiment, moi, j'étais pas vraiment très proche d'eux ni rien, mais tu vois, il y avait un couple qui s'était marié, ils avaient eu un enfant et tout ça, etc. Et tu vois, malheureusement, tu vois, le bébé, je pense qu'il était niftar, tu vois, d'une crise cardiaque, tu vois, ça arrive, tu vois, dans la mortalité infantile à l'époque, en tous les cas, même encore aujourd'hui, ça existe, tu vois, Dieu nous en préserve, tu vois, que il était mort, tu vois, comme ça, tu vois, ça veut dire d'une cause, je sais pas si même c'était au GAN, si c'était dans le GAN que ça lui est arrivé, comme s'il avait une sorte d'arrêt cardiaque, d'accident cardiaque, ils avaient une niftar comme ça, il devait avoir, je sais pas, 3 ou 4 mois, un truc comme ça. Ok, tu vois, c'est un drame. Le truc, c'est, tu vois, après ça, tu vois, le truc, c'est que je sais pas pourquoi, le Beth Mishpat, tu vois, qui était là-bas, c'était Abnei Brak et tout ça, qui était à l'époque anti-Haredi, parce qu'il n'avait pas pris le contrôle encore sur le truc. Il avait dit, ouais, il faut faire une autopsie, tu vois, et qu'en fait, c'était, tu vois, style soi-disant, tu vois, soi-disant, parce que tu vois, il soupçonnait soit les parents, soit les types du GAN d'avoir occasionné la mort du bébé, tu vois. Mais en fait, c'était simplement parce qu'il savait pour les Haredim, tu vas faire une autopsie, c'est un truc que tu ne veux pas faire, tu vois, parce que c'est plus ou moins interdit et tout ça. Bref, tu vois, après ça, tu vois, à l'époque, c'était encore toutes les histoires. Il y avait le Beth Mishpat de Bnei Brak, il a cassé la loi du Beth Mishpat, le truc bidule. Et tu vois, et donc, après ça, ils sont pressés, ils ont fait l'enterrement, comme ça, tu vois. Mais le Beth Mishpat Alian, il a cassé, ils ont fait déterrer le bébé. Moi, tu vois, j'ai vu ça, tu vois, ça veut dire, après qu'il avait été enterré, déterrer le bébé pour ouvrir, tu vois, alors qu'il n'y avait rien, évidemment, tu vois. Mais tu vois, c'était stable parce qu'ils avaient la Haredim, tu vois, c'était stable, c'était stable. Et tu vois, tu vois, des trucs comme ça en Égypte, c'était Kessler. Ça veut dire tu vois, c'était 24/7. Tu vois, et moi je me rappelle que moi, tu vois, j'avais été, comment dire, voir ma grand-mère, ma tante, pardon, ma tante qui était à l'hôpital à Haïfa. Tu vois, Haïfa, tu vois, c'était vraiment, tu vois, c'était, avant, c'était dommage avec, il n'y avait pas un seul religieux là-bas. Je pense que maintenant, il y a des Hasidim à Haïfa, je sais pas quoi. Mais avant, tu vois, il n'y avait rien. Et puis l'hôpital là-bas, c'était, tu vois, c'était communiste, c'était une ville connue, tu vois. Moi, qu'est-ce que j'en sais rien, tu vois, moi, ce que je veux dire, tu vois, j'étais, bof, tu vois, j'étais par Yeshiva. Ma tante, elle est à l'hôpital là-bas, elle était très vieille et tout ça, etc. Elle habitait à côté, elle habitait à Migdal Haemek, c'est la postesse de l'hôpital. Mon père, il m'a dit, va aller la voir, il faut que tu ailles la visiter et tout ça. Moi, Bitmemou, tu vois, je suis un Français, d'où je sais quoi que ce soit, tu vois, je vais là-bas, je prends le bus et je vais là-bas. Je te dis pas comment je me suis fait insulter, les mecs, ils me jetaient des, tu vois, parce que tu vois, ils me jetaient des, je sais pas pourquoi ils appelaient le Haredim à l'époque, ils appelaient Mich Mich, parce que, en fait, tu vois, on avait le crâne rasé, tu vois, avec les périodes. Et les parents, ils avaient ça, ils s'appelaient Mich Mich, et ils me jetaient, tu vois, comment dire, des prunes, tu vois, mais ouais, et moi, quand j'étais en France, moi, j'étais pas avec la kippa en France. En France, je me baladais avec la casquette et tout ça, etc. Mais j'avais les péotes et tout ce que tu veux. Et jamais, alors que je prenais beaucoup le train et les transports en commun à Paris, jamais, tu vois, je m'étais fait insulter comme ça, tu vois. Et moi, ça m'a fait un super gros choc parce que je me dis quoi, il a fallu que tu vois que j'aille en RS tu vois, pour qu'on m'insulte, qu'on me donne des trucs comme ça, etc. Moi, tu vois, au côté, je m'en foutais, je suis allé, tu vois, j'ai voir ma tante et tout ça. Après ça, je suis retourné à Bnei Brak et je suis allé en Israël, tu vois.
Mais c'est pour te dire que tu vois que moi, je me rappelle, tu vois, là, quand je suis arrivé à l'aéroport, et même, tu vois, quand tu arrives avant l'aéroport, déjà, quand tu étais Haredi, tu vois, bon, c'est sûr que mon look a changé aussi par rapport à avant, donc c'est un peu normal. Mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire, on sent qu'il y a quand même, tu vois, quelque chose, tu vois, ça veut dire, il y a, tu vois, d'abord, on voit bien qu'il y a il y a plein de Haredi qui sont devenus Chilonim, plein de Chilonim qui sont devenus Haredi, il y a plein de, tu vois, c'est plus comme avant, tu vois, c'est plus, tu vois, moi, je te dis encore une fois, plein d'autres choses, tu vois, ça veut dire, moi, quand je suis arrivé à Ben Gurion, ça veut dire, moi je me souviens, tu vois, je ne sais pas si je t'ai raconté, ah ouais, il faut qu'on étudie, que j'arrête de raconter des anecdotes, mais ça veut dire, tu vois, comment après celle-là, j'arrête, tu vois, mais c'est-à-dire que quand je suis parti tu vois, je suis parti d'Israël quand il y avait la guerre du Golfe, tu vois, la première en 89, c'était en décembre. C'était Hanouka. Et tu vois, à l'époque, tu vois, à l'aéroport de Ben, tu vois, quand j'ai pris l'avion, tu vois, à l'aéroport de Ben Gurion et tout ça, avant, il n'y avait pas de mezouza. Tu vois, maintenant, quand tu arrives, tu as une grande mezouza quand je commence à, et tu vois, avec la grand-mère, tu vois que, tu vois, jamais tu allais voir une Hanoukia ou quelque chose comme ça là-bas, tu vois. Et ça m'a fait éclater parce que tu vois, donc j'étais parti de là-bas, tu vois, où tu vois, c'était complètement Chiloni, mamage, tu vois, truc bidule, etc. Et quand je suis arrivé à Newark Airport, je vois, tu vois, la Hanoukia et tout ça. Je dis, ouais, je viens d'Israël, je vois, et les trucs, tu vois, c'était complètement bizarre, tu vois, mais c'est pour te dire, tu vois, après, tu vois, tout ce qu'ils ont fait après, c'est rien que parce qu'en Amérique, ils ont commencé à le faire, donc les Israéliens, petit. Mais tu vois, maintenant, quand tu arrives à Ben Gurion, je sais pas si Istamat, tu as une Hanoukia, j'imagine, pendant Hanouka, et j'imagine, en tous les cas, tu as une grande mezouza, tu as plein de trucs, des choses qu'avant, tu vois, ça, c'était jamais, tu aurais rêvé des trucs pareils, tu vois. Donc, tu vois, il y a comme ça un consensus qui s'est fait, tu vois, il y a quand même déjà l'acceptation, quelque part, qu'on est juif, il y a une culture juive quelque part. J'ai l'impression comme ça, tu vois, j'ai l'impression. Tu vois, c'est fini toutes ces histoires quand tu prenais les enfants yéménites et tu vois qu'ils les enlevaient de leurs parents, ils coupaient les péotes yéménites, qu'ils les mettaient dans des kibbutzim pour qu'ils deviennent chilonim. Tout ça, tu vois, ça veut dire, tout ça, c'est fini, j'ai l'impression, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, voilà, je sais pas. Tu vois, je sais pas, je sais quand même encore que, je n'ai pas été à Tel Aviv, honnêtement, j'ai jamais été de ma vie, j'ai jamais été à Tel Aviv. Tu vois, je sais, tu vois, je sais pas du tout, tu vois, comment, j'imagine que là-bas, ça a l'air d'être assez pas mal. Mais j'ai l'impression que même là-bas, il y a des types qui ont la kippa quand même, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a des choux à Tel Aviv, tu vois, ça racole. Et que bon, tu vois, ça veut dire, voilà, quoi, on leur jette pas des pierres, tu vois, ça veut dire, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quand même un consensus social qui se fait quelque part, où il y a l'acceptation des différentes factions. Hein. J'ai C'est l'impression plus quand même. Metoun. Comment tu... C'est plus Metounim. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est moins. Voilà, j'ai l'impression comme ça. C'est dur que ça reste. Attendez, avec moi une seconde, une seconde. Après, on étudie après en avance, après en avance. Ouais. Vas-y. Tiens, excusez-moi. Ouais, c'est bon. Allez, viens, on avance. On fait quand même, Alors, continue. Allez, dis-nous, vas-y, ça va, Hawan. וכאשר אנו באים לבאר עניין הגלות ידיעה אמיתית, צריך לבאר קודם הסיבה לגלות והדברים השייכים אל הגלות. ועוד שיש לבאר עניין הגלות תחילה, כי הגלות בעצמו הוא ראיה והוכחה ברורה על הגאולה. וזה כי אין ספק כי הגלות הוא
שינוי ויציאה מן הסדר, שהשם יתברך סידר כל אומה במקומה הראוי לה, וסידר את ישראל במקום הראוי להם, שהוא ארץ ישראל. והגלות מן מקומם הוא שינוי ויציאה לגמרי. בכל הדברים, כאשר הם יוצאים ממקום הטבעי והם חוץ למקומם, אין להם עמידה במקום הבלתי טבעי להם, רק הם חוזרים למקום הטבעי. כי אם היו נשארים במקומם הבלתי טבעי להם, היה הבלתי טבעי נעשה טבעי. ודבר זה אי אפשר שיהיה הבלתי טבעי נעשה טבעי. משל לזה, אם אתה מכריח את חלק האש שיהיה עומד בארץ, שמקומו הטבעי שלו הוא למעלה, ואתה מכריע שמקומו הטבעי שלו, ואתה מכריע אותו חוץ למקום הטבעי להיות עומד למטה, וכן הארץ מקומה הטבעי למטה. ואם אתה מכריח את חלק ממנה לעמוד למעלה, אם היה נשאר עומד שלו במקום הטבעי, כבר היה הבלתי טבעי נעשה טבעי. Si on essaie de retourner une... Ouais, ça veut dire, la question qu'il demande, tu vois, c'est la première chose qu'il dit, tu vois, qu'on pourrait remettre en question sur ça, c'est qui dit que chaque peuple doit être lié à une terre, tu vois. Et ça veut dire, lui, il commence par ça, tu vois, c'est-à-dire, il dit, ouais, chaque Hachem, c'est-à-dire, dans le Teva, Hachem, il a mis chaque peuple sur une terre. Alors, tu vois, qu'il y a des peuples nomades, tu vois, et je veux dire, tu vois, qui dit que, tu vois, quand Hachem, il dit à Abraham, tu vois, quand on voit les patriarches, on a l'impression qu'ils étaient vachement. Ça veut dire qu'ils étaient, ça veut dire, ouais, ils étaient assez nomades, quoi. Et pourquoi, tu vois, pourquoi Israël, il serait pas un peuple nomade, tu vois, pourquoi Israël aurait besoin d'une terre, tu vois. Moi, ça m'a même plus, tu vois, plus posé la question encore plus grande, c'est que si Israël, tu vois, ça doit être Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh, ça veut dire, tu vois, un peuple de prêtres et un peuple saint, tu vois, normalement, il devrait être partout dans le monde. Ça veut dire, c'est comme l'Église, tu vois, je veux dire, ça veut dire, tu vois, on prend l'exemple des catholiques, ils disent qu'ils sont le nouveau Israël et tout ça, tu vois, ils restent pas, ok, ils ont le Vatican et tout ça, mais en fait, ils disent pas, ouais, notre endroit, c'est le Vatican, ils disent, ouais, on va partout, et on essaie de, tu vois, d'être partout, quoi. Et c'est normal, je veux dire, si jamais on doit montrer l'Achdut Hashem, tu vois, pourquoi est-ce qu'en fait, on serait cantonné à un endroit, tu vois. Moi, je sais pas, moi, ça m'a toujours choqué, cette histoire-là. Ça m'a toujours, ça, pour remettre ça en question, je veux dire. À part ça, qu'il y a des peuples nomades, tu vois, je veux dire, tu vois, je sais pas, tu vois, ça veut dire, c'est ce que, ça veut dire, tu vois, lui, il prend ça comme ça, tu vois, a priori, moi, je comprends ce qu'il a raison, je pense que peut-être que non, que tu vois, la Gemara, à plein d'endroits, elle parle de ça, elle dit qu'en fait, l'homme, il est lié à la terre, Adam, Shenlo, Karka, et no Adam, tu vois, tous ces trucs-là, tu vois, c'est un peu comme, la Gemara, elle compare ça un petit peu, c'est dans les Famot, où il y a ces passages de la Gemara, où la Gemara, elle compare la relation qu'on a avec la terre, la relation qu'on a avec le mariage, ou avec la femme, où tu vas dire, Adam, Shenlo, Isha, et no Adam, Adam, Shenlo, Karka, et no Adam, tu vois qu'on a l'impression, et on comprend ce que la Gemara veut dire, c'est-à-dire on ressent ce que la Gemara veut dire, qu'on a l'impression qu'un homme, il a besoin en fait d'avoir des racines, quoi, et d'avoir, et en même temps, tu vois, que ce soit avec sa femme, que ce soit avec un endroit où il habite, de faire partie d'une, tu vois, d'être dans un, tu vois, d'être géolocalisé quelque part avec des racines, avec un endroit auquel ils se sont attachés, quoi. Mais je sais pas, tu vois, je sais pas, I don't know, tu vois, tu vois, c'est la Gemara d'après quand elle parle sur le Mashiach, elle parle justement d'une sédentarisation plutôt que, tu vois, ça veut dire d'un moment, tu vois, au contraire, tu vois, d'un mouvement de population, tu vois. Je peux te montrer une Gemara très intéressante sur ça, Sam, que je n'ai jamais vraiment bien compris, mais ça, je vais essayer de la chercher 2 secondes. C'est une Gemara, attends 2 secondes, j'ai perdu, c'est pas 2 secondes, je vais chercher. Mais tu vois, tu pourrais dire, ça veut dire, en soi, c'est déjà une question, moi, je pense, tu vois. Les 2 secondes, si tu as marqué, attends, Atidim. Non, et puis même sans aller jusqu'à dire que l'homme ne doit pas nécessairement être attaché à une terre, ne serait-ce que le premier rachis de la Torah, Ouais. où il dit l'istimate, c'est bien pour dire que la terre, on la prend. Et que la terre, Akadosh Baruch Hu, il la donne
où il la reprend, mais il n'y a pas de lien entre guillemets nécessaire entre l'homme et la terre. Ouais, non, je sais pas, tu vois, c'est juste, je vais te montrer si tu veux. Je vais te montrer cette Gemara, je vais faire share screen. Je vois, c'est une Gemara dans Yevamot, tu vois, là, je l'ai trouvé dans l'En Yaakov. Je sais pas pourquoi c'est dans l'En Yaakov, mais c'est une Gemara, j'ai jamais vraiment compris. Et quand j'avais regardé le commentateur, tu vois, c'est la Gemara, quand c'est les Sugyot, tu vois, qui parlent sur le mariage, je sais, tu vois, plus grand. Tu vois, c'est une Gemara comme ça, qui dit comme très bizarre. Elle dit comme ça, quand elle parle, a priori, je sais pas, tu l'as, celui-là? C'est bon? Non, je ne vais pas partager. Non, comment ça se fait? J'ai marqué, attends, 2 secondes. Can share screen, sorry, never appeared on screen. Dismiss, attends, et si je recommence. Attends, là, tu l'as toujours pas, hein? Attends 2 secondes. Je vais refaire. Je vais essayer. Dans une seconde, hein. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. On va retenter le coup. Ça marche? Ah, salut. Ouais. Ouais. Tu vois, il y a marqué sur la Sigma dans les Vamot, il y a marqué comme ça, Amar Rabbi Eliezer, Atidin Kol Bale ou Maniyot. Ça veut dire tous ceux qui ont des business. Ça veut dire, avec moi, ça veut dire que tous ceux qui font du business. Maniyot, c'est quelqu'un qui a un travail chez Amdou à la Karka, qui vont s'arrêter, qui vont rester sur terre. Bon, ils vont rester, c'est bizarre, hein, mais c'est la tradition des mots. Chez Nehemar, ramène un passage dans Ézéchiel, il y a marqué Veyardou Moniotem, et vont sortir de leur bateau. Kol Tov c'est Machot, tous ceux qui ont des rames, tu vois. Machot, c'est des rameurs, tous les rameurs. Malachim et tous les comment dire, tu vois, les Malachim, c'est ceux qui travaillent dans les bateaux, j'ai oublié comment ça s'appelle, les matelots. Kol Chovle Ayam, tous ceux qui, en fait, tu vois, Chovel, tu vois, c'est Rav Chovel, tu vois, c'est les capitaines ou tous ceux, tu vois, en fait, qui sont dans les bateaux de la mer. Elle arrête Yamdou. Ça veut dire Yamodou. Ils vont revenir sur la terre. Moi, ça m'a fait penser toujours au Covid, tu vois, cette période. Quand tu vois, ça veut dire où tout le monde arrête de bouger et tout le monde reste sur son endroit fixe, tu vois. Et après, tu vois, la Gemara continue, elle dit, et tu vois, c'est un des signes du Mashiach, tu vois, elle est marqué, Bamar Rabbi Eliezer, En lecha umanut pruta minakarka. Et malgré, tu vois, ça veut dire, tu vois, parce que le passage qui dit, malgré tout, Rabbi Eliezer dit, il n'y a rien de pire que de travailler, tu vois, la terre ou d'être attaché à une terre. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elle veut dire, la Gemara, en parlant, tu vois, de Yamdou à la Karka, mais il dit, En lecha, lui de dire Rabbi Eliezer, il n'y a rien de pire que de travailler la terre ou d'être dans la terre. Puisqu'il y a marqué Veyardou, ils vont descendre. Mais malgré tout, c'est des signes messianiques, tu vois. Et tu vois, donc, maintenant, après ça, c'est quoi la traduction de la suite? C'est Rabbi Eliezer Chazier Laouara, les Shadibé Karva, les foutiers. Deux secondes, ça veut dire. Après ça, Rabbi Eliezer, il a vu ce terrain où ils avaient planté des choux. Karva, c'est du tout. Les foutiers, ça veut dire dans la largeur. C'est si jamais on te l'avait envoyé dans la longueur, à Fouché Beiska, faire du business, Tav Minar, c'est mieux que toi. Et après ça, il dit Rav al Levene Shibole, Khazinu Deka Naifin. Rav, il est marché dans un champ entre les gerbes de blé. Il a vu, je pense qu'il a vu du vent qui soufflait. Amarliou, Itanoufe Itnefan, si vous voulez, ça veut dire si vous voulez bouger, bougez. À Fouché Beiska, mais faire du business, Tav Minar, c'est mieux que vous. Tu vois, et après, la Gemara continue comme ça, tu vois. Mais en tous les cas, la Gemara, tu vois, ça veut dire, bref, tu vois, ça veut dire, tu vois, bref, tu vois, ça veut dire un peu, tu vois, bref. La Gemara dit Amarava, si je continue encore Amarava, mais Azouzé Beiska, ça veut dire quand quelqu'un il a $100 investis dans du business, Kol Yoma Biska Vechamra, tous les jours il doit manger de la viande et du vin. Mais Azouzé Behara, mais si jamais quelqu'un il investit $100 dans la terre, Milka Vechafura, ça veut dire c'est du sel, je sais même pas c'est quoi Chafura, si c'est plus c'est quoi. Velod, et en plus, Megania Léara, il est obligé de dormir par terre, ou Mirma les Tigra, et ça lui ramène que des disputes. Ouais, tu vois, mais en tout cas, ça veut dire que l'Agma, elle met en tous les cas comme un signe du Messie. Et tu vois l'histoire, tu vois, où les gens ils reviennent sur la terre, tu vois, tout le temps après ça en disant, ouais, qu'en fait, la terre, c'est le truc le moins profitable, c'est le moins qui va, c'est la chose, tu vois, la moins, tu vois, il n'y a rien de moins, si tu veux, de moins gratifiant que de travailler la terre. Tu vois, et voilà, c'est bizarre, tu vois, c'est tout ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, c'est bizarre, ça veut dire, voilà, et on a l'impression, tu vois, ça veut dire que quand on te dit, voilà, les patriarches, ils étaient tous bergers, tu vois, Roetson, on a l'impression, tu vois, qu'on veut dire qu'ils travaillaient pas la terre, tu vois, qu'ils étaient,
et qui voulait être, tu vois, qui restait nomade. Tu vois, tu vois, et je sais pas, tu vois, c'est pour ça, je sais pas, tu vois, cette histoire de dire, voilà, Israël, ils ont besoin d'une terre, et chaque peuple, il doit avoir sa terre. Et, Mais là, c'est la carca au sens individuel agriculteur. ouais, C'est pas la carca, pas ouais, la c'est sûr. carca une terre Ouais, pour un c'est pas en peuple. tant que nation, c'est pas en tant que nation. Attends, attends, je vais essayer parce que j'avais de chercher, tu vois, une autre gma où la gma a dit Adam Shen Lo Karka et no Adam, je pense, tu vois, attends, je vais essayer de retrouver celui-là. Attends, 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 si je fais comme ça avec Eno Adam, ah, c'est vrai. Ah, je vais voir le truc comme ça, 2 secondes. Si je fais comme ça, attends, je vais faire. Je vais regarder un peu déjà. Voilà, c'est ici, tu vas regarder marqué ici encore. Là, je vais te montrer, là, je refais sur screen, si j'y arrive. Ah, voilà, là, je vais grandir. Tu vois, il y a marqué Siman, Isha, Karka, Ezer. J'ai dit, bon, on ne fait pas tout le Siman. J'étais Abrahot, Tagaré, Parati. Amar Bielazar, Kol Adam Shem Lo Isha et No Adam. Tout homme qui n'a pas de femme n'est pas un homme. Chez Neymar, Zahar, Unkeva, Baraham, Vaikra, Shemam, Adam. D'accord? Ok, donc ça, on peut comprendre. Amar Bielazar, Kol Adam Shem Lo Karka et No Adam. Chez Neymar, Hashamayim, Sharim, Lachem, Baaretz, Nathan, Livne, Adam. Et tu vois, Ah, attends, excusez-moi, une seconde, s'il y a mon fils qui m'appelle. ouais. C'est bon? Hmm. Ah, voilà. Tu vois, donc voilà, donc ce que l'agma a dit ça, c'est l'agma que je t'avais dit, tu vois encore, elle dit Amar Abiezer, Kol Adam Shen Lo Isha Eno Adam, tout homme qui n'a pas de femme n'est pas un homme. Shinemar Zahar Unkeva Baraham, Hachem il les a créés mâles et femelles, Vaikra et Shemam Adam, il les a appelés Adam. Il dit Amar Abiezer, Kol Adam Shen Lo Karka, tout homme qui n'a pas de terrain, Eno Adam, Shinemar Shamayim Shaim Lachem, Varetz Nathan Livne Adam. Et qu'on a l'impression tu vois que pour que en fait un homme il soit appelé Adam, il faut qu'il ait une Eretz, tu vois, et que s'il n'a pas Eretz, il est pas Adam. C'est quoi Ezer? Ah, et ça, c'est net, tu vois, c'est parce que c'est par la suite, ça c'est le Siman où l'Agma elle va commencer. À la suite dans l'Agma, elle dit après, elle dit Ezer, tu vois, c'est quoi Ezer Kenegdo et tout ça, ça n'a plus de rapport. Si on peut regarder, mais ça, après c'est que sur le mariage. Quand l'Agma, à chaque fois, toutes ces Gemmarot qu'il y a dans les Famot qui parlent sur la terre, elles sont liées toujours avec le mariage. On a l'impression, tu vois, je sais que tu vois que l'idée, c'est parce que, en fait, tu vois, le marchage, je me rappelle qu'il disait il y a une idée comme quoi, en fait, tu vois, l'homme, il est né d'une femme, mais alors que le premier homme, il était né de la terre. Et que quand tu vois la résurrection des hommes, en fait, on va être recréé de la terre, pas d'une femme. Et dit qu'Adam Arishon, il aurait dû être éternel parce que justement, elle était née de la terre. Et qu'en fait, si tu veux, et c'est pour ça que l'homme, il a besoin d'être enterré dans la terre pour être se décomposé, pour ensuite redevenir éternel et des trucs comme ça. C'est un peu comme l'histoire, tu vois, de la Renaissance, tu vois, comme si, où en fait, il fallait retourner dans le ventre de sa mère et qu'en fait, ça veut dire que le fait d'être né d'une femme, en fait, c'est comme si on n'avait jamais été, c'est comme si on avait il y avait une interruption de grossesse, quoi, grosso modo. C'est comme si on n'était jamais vraiment né, en fait. Quand on est né d'une femme, c'est comme si on n'était jamais vraiment né. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on meure pour pouvoir, en fait, renaître, tu vois. C'est un truc comme ça. Et que ça c'est dans le rapport à la terre, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est le fait d'être décomposé dans la terre, d'être enterré, etc., qu'à ce moment-là, en fait, c'est que après ça qu'on peut naître parce qu'on est décomposé dans la terre. Et tu vois, mais bon, je sais. Ça, ce sera la vraie naissance.
Ouais, c'est ça la renaissance, c'est ça, tu vois, c'est ça trait à ta métier, mais tout ça. Voilà, j'en sais rien, mais est-ce que, je sais pas, tu vois, après ça, comme tu dis, ok, en tant que nation, tu vois, est-ce que ça veut dire la même chose? Est-ce que ça veut dire qu'en Israël, on va se décomposer? Je sais pas, tu vois. J'en sais rien, je sais pas, c'est bizarre, tu vois. C'est en fait, a priori, qu'on va renaître de la terre, peut-être, je sais pas. Tu vois, est-ce que, en fait, que c'est ça, comme si, en fait, si jamais, en fait, quand on est en galouse, on n'est pas vraiment né, quoi, on fait que continuer quelque chose. Et qu'en fait, il faut rentrer dans la terre, il faut comme se décomposer, et je sais pas. Enfin, en tous les Et cas, qu'il faut mourir à Auschwitz pour renaître de c'est ça. son... Ouais, c'est ça. Mais c'est étrange. Mais l'idée générale, elle est de dire, en fait, comment ça se fait, tu vois, que tu vois, moi, c'est une question que j'ai eue depuis le début, tu vois, sur la tour de Babel, tu vois, c'est-à-dire, il dit, voilà, en fait, Hachem, il a voulu que chaque peuple ait son pays et qu'il soit, si tu veux, comme si Hachem, il voulait pas que tout le monde soit ensemble, il voulait pas que tous les pays soient, tu vois, ça veut dire comme s'il y a une grande nation internationale et que tu vois, comme ils étaient Safa Echad, Vlashon Echad, et qu'ils étaient tous à Babel, ils faisaient rien de mal. Quand tu lis les versets dans la Torah, après qu'on te dit, OK, dans les Midrashim, ils disent, ouais, ils voulaient se battre contre Hachem et tout ce que tu veux. Mais d'un autre côté, quand tu lis les versets de la Torah, tu as l'impression que tout ce qu'ils voulaient, c'est simplement faire un seul pays, tu vois, et avoir une seule nation. Et voilà, et tu comprends pas c'est quoi le problème exactement. Et pourquoi, comme lui dit, Hachem, il veut que chaque pays soit différent, qu'il ait un endroit sur le globe. Tu vois, pourquoi ça serait comme ça, tu vois, je veux dire, on comprend de moins en moins ça, tu vois, dans le monde moderne, on est de plus en plus, les gens, ils se disent, voilà, ils ont 5 nationalités, le plus t'en as, le mieux ça vaut, tu vois, ils se sentent pas attachés à un endroit spécifique, tu vois, ils se disent, On peut dire, là, ça, on peut dire tout et son contraire. ouais, je sais pas, mais bon, je pense que c'est tout nouveau On peut que dire maintenant. aussi ils sont très attachés à leur identité, à leur nationalité, même s'ils travaillent, ils font au bout du monde, ils restent Ouais, français ou italiens ou espagnols. ouais. Ouais, c'est sûr qu'il y a un retour maintenant de ça, mais c'est-à-dire que c'est clair que dans l'idéal gauchiste, quoi, on va dire. Dans l'idéal gauchiste, ça veut dire, c'est de dire, voilà, on est tous un seul, on est tous des êtres humains, on est tous un seul pays, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est ça leur idéal, en fait, tu vois, tous ceux qui sont tiers-mondistes et tout ça, etc., mondialistes et qui disent qu'il faut accueillir tous les réfugiés, qu'il faut tout ça. C'est pas dit, voilà, en fait, on est tous des êtres humains, on est tous, et c'est-à-dire au niveau théorique, tu vois, ça veut dire ça veut dire ça veut dire normalement quand tu penses dans la Torah, ça devrait être vrai, ça, tu vois, c'est-à-dire Mapitom que devrait avoir un Israël avec une terre, avec un machin qui est défini et Mapitom, tu vois que tu vois Mapitom qu'on devrait s'inscrire, tu vois, c'est en plus de C'est vrai? C'est vrai. je sais pas, tu vois, C'est quoi les racines spirituelles de ça? C'est une vraie question, c'est vrai. non, je sais pas, et lui il dit, tu vois Comme les comment racines spirituelles de la différence entre Israël et Lévi et Kohanim. ok, ça tu peux dire ok, c'est un truc matériel, tu vois, ça veut dire, tu sais, ouais, c'est la seule manière après de répondre, c'est dire que ça vient de la matière, tu vois, c'est comme le Harisa allait répondre, tu vois, c'est-à-dire, voilà, il dit, c'est le Ouais, corps, mais c'est la même réponse sur les deux. ouais. Mais c'est bizarre quand même, tu vois, c'est-à-dire, je sais pas, ouais, ça veut dire qu'on a vraiment besoin, on est vraiment lié à une terre, quoi, ça faudrait revenir à ça, ça veut dire vraiment, ça veut dire, voilà, on est lié à une terre, on est, comme en fait, on vient d'une terre, en fait, Adam, il vient de la terre, il vient de Adama, et en fait, au fond, on est lié à une terre. Et vraiment organiquement, quoi. Et voilà, Mhm. et c'est manienne, enfin, c'est intéressant, tu vois, c'est comme un peu comme si on serait des légumes, quoi. C'est-à-dire, tu vois, c'est comme si tu veux, tu vois, il y a des fruits qui grandissent, je sais pas, dans tel climat en Ouais, c'est Israël, vrai. tu vois. Ouais, le maïs, il grandit, je sais pas, en Amérique, le On est tabac, lié à une terre et la terre, elle est liée à ceux qui sont dessus pour la travailler aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi là, par exemple, à côté de Jérusalem, il y a des Yishuvim dans la descente vers la mer Morte. Les Aravim, ils disent, avant qu'il y ait des Juifs, il pleuvait jamais ici. Ça n'existe pas qu'il y ait de la pluie. Et c'est pas une question de plantation d'arbres du cacaël ou de ci ou de ça. Ils disent, il y avait pas, on n'avait jamais vu de pluie depuis 50 ans, 70 ans qu'on habitait là-bas, il n'y avait pas eu de pluie. Et c'est comme s'il y a et c'est aussi ce passouk dans la Torah qui dit que Velo tire à la Haaretz, qui a Adam lo. la vedette à Adama, euh, un truc comme ça, ouais. Ouais. donc il y a il y a une relation entre la terre, le ciel et l'homme. Ouais. Ouais, non, ouais, c'est ça, ça veut dire que c'est comme les espèces végétales, quoi.
C'est-à-dire, comme en fait, tu vois, on sait, voilà, les tomates, elles grandissaient en Amérique, ou le tabac grandissait là, ou le maïs, il grandit là, et que tu peux pas, en fait, planter une espèce ailleurs que dans l'endroit où, en fait, elle est spécifique, où elle s'est développée. Et même si tu essayes, en fait, ça peut marcher, mais pas super, ou tu vois, des choses comme ça. Tu vois, en fait, ça veut dire la même chose. C'est-à-dire, les êtres humains, en fait, ils sont vraiment comme des espèces végétales. Il y aurait quelque chose en eux qui est végétal, quoi, comme chose comme ça, et qui fait qu'en fait, tu vois, dans un certain pays, en fait, certains pays vont donner certains types de personnes, et que, voilà, ceux qui sont de ce type de personnes-là, en fait, ils correspondent à cet endroit-là. Et si tu les mets ailleurs, en fait, ils vont mal se développer, des trucs comme ça. Et tu vois, c'est contre nature, comme il dit, quoi. C'est-à-dire, voilà, quoi, c'est. Je sais, Et tu ce vois, qu'il y a de très intéressant, c'est à quel point Israël a eu effectivement besoin de cette identité mizrahite, c'est-à-dire de cette identité liée à Babel et à Achour, d'abord pour commencer, pour naître, pour se reconstruire, pour repartir, ouais, non, il y a tous c'est-à-dire les. que Ouais. C'est le bizarre. rapport à ce Eretz Israël, il est. C'est pas évident, mais on n'est pas né là-bas, en fait. C'est ça l'histoire. C'est même d'après la Torah, en fait, on vient pas de là-bas. C'est un peu, tu Enfin, vois, on vient d'Égypte. ouais, c'est ça, on vient soit d'Égypte, on vient soit de Babylonie, mais en fait, Abraham, il n'est pas israélien, quoi. Abraham, il n'est pas né en Eretz. Abraham, il n'est pas né à Jérusalem. Abraham, il Et n'est pas c'est né. quoi alors? C'est quoi cette Kedusha de cette terre-là? Ah non, c'est étrange, tu vois, c'est ça l'histoire, parce que si c'est C'est pas dans un truc. l'histoire de Canaan et de Noach et de Ham? Je sais, c'est malin, je sais pas, tu vois, ça, c'est étrange, tu vois. C'est comme je dis, c'est le premier archi de la Torah, toute cette histoire-là, tu vois. C'est qu'on a l'impression, je sais pas, tu vois, non, c'est étrange, tu vois, c'est étrange. C'est comme, tu vois, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'Hachem il dit à Abraham d'aller en Israël alors que tu vois, en plus, il lui a déjà donné, même quand il lui dit la Hara, c'est déjà une névoie. On a l'impression quand il lui dit Vagadelcha, que tout c'est pour son bien, tu vois, il lui dit Lech Lecha, tu vois, c'est pas pour moi, Hachem il est partout dans le monde, mais pour toi, c'est d'aller en Israël, c'est là-bas où tu vas réussir. Et puis quand il arrive là-bas, il y a la famine et tous ces machins-là. Et tu vois, ça veut dire, Mais ça remonte pas pour vous avant Noach? Parce qu'il y a un Rashi qui dit aussi que Canaan, il vient voler la terre et qu'elle appartenait en réalité au fils de Shem et tout ça, et que. je sais pas, Il tu n'y a vois, pas un non. Rashi qui dit ça? Rachid dit pas, c'est pas clair. Hein. Rachid dit simplement, Rachid, tu vois, le premier Rachid de la Torah, il dit voilà, il dit Hachem, il a décidé tu vois, de donner aux gens de Canaan, et après ça, quand il aura voulu, il aura repris. Et c'est tout, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, c'est ce qu'il dit. Il dit voilà, Hachem, il a toute la terre, et donc il décide de la donner à qui il veut, voilà, un truc comme ça. Il dit pas que c'était un vol. Il dit, tu vois, il dit si les goïms, ils vont dire vous êtes des voleurs, alors on dit non, c'est Hachem, il vous l'avait donné à vous, et non, il l'a donné à Mais nous. beaucoup plus loin, il n'y a pas une histoire sur Ouais, parce que, et voilà, il dit qu'en fait, tu vois, parce qu'il dit que, non, d'Afrique, qu'il y avait des guerres et que c'est sûr que Kenan, à l'époque d'Abraham, il était en train ça veut dire de grandir, ça veut dire de s'élargir et de prendre un contrôle plus grand sur la terre d'Israël. Ça, il le dit à un moment, et que c'était un des nissionotes qu'Abraham il a eu. Que les Sémites, a priori, si tu veux, Israël, ça devait faire partie en fait des territoires des Sémites, de Shem, et que en fait, Mhm. mais que c'était à la frontière, puisqu'en fait, tu vois l'Égypte, etc., c'était Canaan, et qu'en Ouais. fait, il y a eu des guerres à l'époque d'Abraham, et en fait, et Canaan, il s'est étendu, et les Sémites, ils ont régressé, quoi, tu vois, ils sont remontés vers le nord, tu vois. Ça veut Mhm. dire, et donc, tu vois, ça, c'est ce qu'il dit. Ça, Rachid dit ça, mais il dit pas que c'était du vol. Il dit que c'était des guerres, tu vois. Il dit, tu vois, après ça, il dit que justement, que l'autre, lui, justement, comme il pensait que c'était pas justifié, donc lui, il laissait ses troupeaux manger dans les terrains des Canaan, d'Israël, en disant c'est à nous et vous nous l'avez volé, et qu'Abraham, il n'était pas d'accord, et que c'est à cause de ça qu'il a eu une dispute entre les bergers d'Abraham et de l'autre. Ça veut dire qu'Abraham, il légitimisait, si tu veux, la conquête d'Israël par Canaan, alors que l'autre, non. Ça, tu vois, ça, c'était une dispute qu'il y avait entre les deux, tu vois. Et Mhm. tu vois que même s'il y avait une la terre, c'est ça. Maintenant, a priori, voilà. Et dans Rachid, dans le premier Rachid, on a l'impression aussi que Rachid légitimise cette conquête de Canaan en disant, tu vois, ce Rachid est très hegelien, tu vois, on a l'impression c'est de dire, ouais, c'est le Mhm. meilleur qui gagne, et celui qui gagne, c'est Hachem qui a C'est voulu. la raison dans l'histoire. Voilà, c'est ça, tu vois, exactement ça, tu vois. Voilà, parce que d'un côté, ça fait pas la paix de dire ça, parce que ça veut dire, ok, alors si nous on fait une armée meilleure que la vôtre et qu'on vous envoie balader, ben, c'est nous qu'on aura raison. Hachem, il aurait voulu qu'on ait la terre, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il est C'est la, tu c'est vois, la définition du droit international public.
Non, mais c'est vrai. Ouais, Le droit international public est toujours obligé de s'effacer derrière le fait. mais, enfin, ouais, mais c'est ce qui dit Rachid, tu vois, mais voilà, j'en sais rien, ça mène pas la paix en tous les cas, hein, parce que voilà, c'est la raison du plus fort. Mais je Ouais, sais pas, exactement. j'en sais rien, je sais pas, tu vois. J'ai vu là-bas, sur ce Enfin, Rachid là, il y je a suis désolé de vous embêter, mais il y a mon fils qui arrête pas de hurler là-bas. Et ma vas-y, femme, elle est sortie pour aller chercher ma fille. vas-y, Euh, voilà, je crois que je vais aller m'occuper de lui parce que c'est trop de balagan. ouais. On reprend Bezrat Hashem la semaine prochaine. Ok, 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 Si Dieu veut. mais ça Chag rigole pas. Sameach, Moadim Nesimcha, et je vais essayer de voir Harvey Psarkin. Ok, d'accord, allez, colle tout. Bezrat Hashem. Ouais, ouais, Au ouais. revoir.